C'était un après-midi comme les autres, lorsqu'une petite fille entra dans le magasin avec une seule pièce de monnaie. Même humiliée par la vendeuse, elle insista pour acheter la robe rose de ses rêves. Le propriétaire millionnaire entendit tout en silence avant de prendre une décision qui changea sa journée. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. C'était un jour d'automne ordinaire à Paris. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues pavées de Belleville, un quartier populaire où le luxe n'était qu'un mot étranger pour la plupart des habitants. Dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, Mathilde Dubois, une fillette de 10 ans, comptait les centimes étalés sur la table de la cuisine. Ses doigts fins touchaient chaque pièce avec délicatesse, comme si elles étaient des trésors inestimables. « Mathilde, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école !» appela sa mère, Colette, depuis la minuscule salle de bain, où elle s'apprêtait pour son travail de femme de ménage dans les hôtels du centre-ville. « Encore un instant, maman. »« Je veux juste être sûre, » répondit la petite, rassemblant les pièces dans sa main avant de les glisser dans une petite boîte en fer, autrefois remplie de bonbons. Colette apparut dans l'encadrement de la porte, les mains rougies par les produits ménagers et les années de labeur. Elle observa sa fille avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Depuis des mois, Mathilde économisait chaque centime qu'elle recevait. Les pièces oubliées dans les poches de son père, les petites sommes gagnées en aidant la vieille Madame Moreau à porter ses courses, et même la monnaie rendue lorsqu'elle allait acheter du pain. « Tu continues à économiser pour ce fameux rêve secret ?» demanda Colette avec un sourire fatigué. Mathilde hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination rare chez une enfant de son âge. Ses cheveux châtains, attachés en une queue de cheval désordonnée, encadraient un visage où se mélangeaient l'innocence de l'enfance et une gravité précoce née de la vie, dans un quartier où chaque fin de mois était un combat. « Un jour, je t'expliquerai, maman. Quand ce sera le bon moment ?» dit-elle en rangeant précieusement la boîte sous son lit, à côté d'un cahier de croquis rempli de dessins de robes et de vêtements fantaisistes, bien loin des habits usés qu'elle portait. Ce matin-là, se rendant à l'école, Mathilde fit un détour. C'était devenu son rituel quotidien, un secret entre elle et la ville. Elle descendit vers les quartiers plus chics, là où les façades haussmanniennes s'élevaient majestueusement, où les vitrines des boutiques scintillaient comme des écrins de joyaux. Son cœur battait plus fort à mesure qu'elle approchait de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle s'arrêta enfin devant une boutique élégante, dont l'enseigne discrète indiquait simplement « Maison Laurent ». Derrière la vitrine impeccable se trouvait l'objet de toutes ses pensées. Une robe pour enfant couleur bleu ciel, avec des détails en dentelle délicate et un ruban de satin qui ceinturait la taille. Ce n'était pas une robe ordinaire, c'était une création de Jean-Pierre Laurent, le couturier français dont les robes habillaient les petites filles des familles les plus fortunées de Paris. Mathilde restait là, immobile, son souffle créant de petits nuages dans l'air frais du matin. Dans ce quartier, elle était invisible, juste une autre enfant anonyme se rendant à l'école. Mais dans son esprit, elle portait déjà cette robe, tournoyant dans la cour de récréation, ses camarades la regardant avec admiration plutôt qu'avec la pitié ou le mépris auquel elle était habituée. Sa vie n'avait pas toujours été si difficile. Avant l'accident de son père, Pierre, ancien artisan ébéniste, la famille vivait modestement mais dignement. Puis, une chute d'un échafaudage avait tout changé. Pierre s'était retrouvé incapable de travailler, cloué dans un fauteuil roulant, rongé par la douleur et la frustration. Les économies s'étaient épuisées, et Colette avait dû multiplier les heures de ménage pour joindre les deux bouts. Dans leur ancien appartement, Mathilde avait eu sa propre chambre, petite mais douillette. Maintenant, elle dormait sur un canapé-lit dans le salon, rangeant ses quelques affaires dans une vieille valise glissée dessous. Ses vêtements étaient usés, souvent trop petits ou trop grands, récupérés auprès d'associations caritatives ou de voisins compatissants. À l'école, certains enfants se moquaient d'elle, de ses chaussures éculées et de ses pantalons rapiécés. « La fille au trou », l'appelait-il, faisant référence à un accroc mal recousu sur son manteau d'hiver. Mathilde avait appris à ignorer leurs rires, à se réfugier dans ses dessins et ses rêves. Mais au fond d'elle, une blessure s'élargissait, celle de se sentir différente, moins digne.
Ce jour-là, en contemplant la robe, Mathilde prit une décision. Elle fouilla dans sa poche et en sortit sa boîte. Elle l'ouvrit délicatement et compta une dernière fois. 2,35 €. C'était tout ce qu'elle avait réussi à économiser en 6 mois. Elle savait que la robe coûtait bien plus, probablement plusieurs centaines d'euros, mais son père lui avait toujours dit « Quand on veut vraiment quelque chose, il faut oser, même si cela semble impossible. » Avec une inspiration profonde, elle rangea toutes les pièces sauf une, la plus brillante, une pièce de 2 € qu'elle avait trouvée près d'un banc au parc des Buttes-Chaumont. Cette pièce était spéciale. Elle brillait comme si elle venait d'être frappée, sans une seule éraflure. Pour Mathilde, c'était un signe du destin. En entrant dans la boutique, elle fut immédiatement enveloppée par une atmosphère de luxe discret. Le parfum subtil, les lumières tamisées, le doux tapis beige sous ses pieds usés, tout contrastait violemment avec son quotidien. Une vendeuse élégante, Madame Pelletier, la remarqua aussitôt et fronça les sourcils. Mathilde ne correspondait pas au profil de la clientèle habituelle. « Je peux t'aider, petite ?» demanda-t-elle d'un ton qui suggérait le contraire. Mathilde, le cœur battant à tout rompre mais déterminée, pointa du doigt la vitrine. « La robe bleue, s'il vous plaît, celle avec la dentelle. » Madame Pelletier eut un rire bref, presque méprisant. « Cette robe, c'est une création exclusive de Monsieur Laurent. Elle coûte 850 €. Mathilde ne s'ya pas. Elle tendit sa pièce de 2 €, brillante sous les lumières de la boutique. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais je reviendrai chaque semaine avec plus. Je veux vraiment cette robe. » La vendeuse regarda la pièce, puis l'enfant, avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. « Écoute, petite, ce n'est pas un marché ici. Tu ne peux pas acheter une robe Laurent avec ça. Je te suggère de sortir, avant que je n'appelle la sécurité. » Mais Mathilde resta immobile, sa main toujours tendue avec la pièce. Ses yeux, d'un vert profond comme ceux de son père, ne quittaient pas ceux de la vendeuse. Il y avait dans ce regard une intensité troublante, une volonté qui semblait transcender son jeune âge. « S'il vous plaît, » dit-elle simplement. « Cette robe est importante pour moi. » « Qu'est-ce qui se passe ici, Isabelle ?» Une voix grave interrompit l'échange. Un homme venait d'apparaître depuis l'arrière-boutique. Grand, élégamment vêtu d'un costume sur mesure, il dégageait une autorité naturelle. Jean-Pierre Laurent, le propriétaire, observait la scène avec curiosité. À 55 ans, il était au sommet de sa carrière, reconnu dans le monde entier pour ses créations de haute couture, adulé par les critiques et les clients les plus exigeants. « Rien, monsieur Laurent, » répondit rapidement Madame Pelletier. « Juste une enfant qui s'est perdue. Je m'occupais de la raccompagner dehors. » Jean-Pierre s'approcha intrigué par la présence de cette petite fille aux vêtements usés dans sa boutique prestigieuse. Il remarqua immédiatement ses yeux, leur détermination farouche qui contrastait avec la fragilité apparente de son corps mince. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Mathilde Dubois, monsieur, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante mais le regard toujours direct. « Et que fais-tu dans ma boutique, Mathilde Dubois ?» Elle hésita un instant, puis décida que la vérité était sa seule option. « Je veux acheter la robe bleue dans la vitrine. J'ai seulement ça pour l'instant, » dit-elle en montrant sa pièce de 2 €, « mais je travaillerai dur pour gagner. Le reste, je peux nettoyer votre boutique après l'école ou faire des livraisons. » Jean-Pierre sentit quelque chose remuer en lui, un souvenir enfoui depuis longtemps, le souvenir d'un autre enfant, des décennies plus tôt, qui regardait avec envie les vitrines des magasins qu'il ne pouvait pas se permettre. « Pourquoi cette robe particulière ?» demanda-t-il, surprenant Madame Pelletier qui s'attendait à ce qu'il reconduise poliment mais fermement l'enfant. Mathilde prit une profonde inspiration. « Parce qu'elle est belle, parce que quand je la regarde, j'oublie les trous dans mes chaussures et les rires à l'école. Parce que... » Sa voix se brisa légèrement. « Parce que je voudrais juste, pour une fois, me sentir comme les autres filles. » Silence s'installa dans la boutique. Jean-Pierre observait cet enfant qui avait eu le courage de franchir la porte d'un monde qui n'était pas le sien, armé seulement d'une pièce de monnaie et d'un rêve. « Viens avec moi, » dit-il finalement, tendant sa main vers elle. Mathilde hésita, puis plaça sa petite main dans celle de l'homme. Il la conduisit vers l'arrière-boutique, laissant Madame Pelletier bouche bée derrière le comptoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre fortuite allait changer le cours de plusieurs vies, créant des liens entre des mondes que
Tout semblait séparé. Dans l'arrière-boutique de la maison Laurent régnait une atmosphère différente. Loin du luxe feutré de l'espace de vente, c'était un lieu de création et de travail. Des tissus précieux s'empilaient sur des étagères. Des croquis couvraient les murs et plusieurs tables de couture attendaient les mains expertes des artisans. Mathilde observait tout avec des yeux émerveillés, comme si elle venait d'entrer dans un monde enchanté. Jean-Pierre l'invita à s'asseoir sur un tabouret près d'une grande table où s'étalaient des échantillons de tissus aux couleurs et textures variées. Il prit place en face d'elle, étudiant son visage avec attention. « Alors Mathilde Dubois, raconte-moi un peu plus. Pourquoi cette robe bleue et pas une autre ?» La petite fille passa ses doigts sur un morceau de soie posé sur la table, savourant sa douceur. « Elle me fait penser au ciel, » dit-elle simplement. « Quand je regarde par la fenêtre de notre appartement, je ne vois qu'un petit morceau de ciel entre les immeubles. Mais ce petit morceau me fait rêver qu'il existe un monde plus grand, plus beau. Cette robe, c'est comme porter un morceau de ciel. » Jean-Pierre fut surpris par la poésie de cette réponse. Il y avait chez cet enfant une sensibilité qui dépassait son âge, une façon de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que des objets. « Tu vis à Paris ?» demanda-t-il. « À Belleville avec ma mère et mon père. Mon père ne peut plus travailler depuis son accident. Il était ébéniste avant. » « Ébéniste ? C'est un beau métier qui demande du talent et de la patience. » Le visage de Mathilde s'illumina. Oui, il créait des meubles magnifiques. Il dit toujours que le bois a une âme et qu'il faut l'écouter pour savoir comment le travailler. Jean-Pierre sourit, touché par l'admiration évidente de la fillette pour son père. Il a raison, c'est pareil avec les tissus. Chaque matière a sa personnalité, son langage. Il se leva et se dirigea vers une penderie. Après un moment de réflexion, il en sortit la robe bleue que Mathilde avait admirée dans la vitrine. Il la déposa sur la table devant elle. « Touche », dit-il. Avec une révérence presque religieuse, Mathilde effleura le tissu, sentant sous ses doigts la douceur de la soie et la texture délicate de la dentelle. « C'est une pièce unique », expliqua Jean-Pierre. « Je l'ai créée en pensant à ma propre fille, Elisabeth, quand elle avait ton âge. Mais elle a toujours préféré les pantalons et les tenues sportives. » Il observa comment Mathilde manipulait le vêtement avec un respect inhabituel pour « une enfant. Tu aimes la mode ?» Elle hocha vigoureusement la tête. « J'adore dessiner des vêtements. Dans mon cahier, j'ai plein de croquis. »« Vraiment ?» Jean-Pierre était intrigué. « Et où as-tu appris à dessiner des vêtements ?»« Nulle part. Je regarde les magazines dans les kiosques et j'imagine mes propres créations. Papa dit que j'ai de l'imagination. » Un silence confortable s'installa, tandis que Jean-Pierre réfléchissait. Il y avait quelque chose de particulier chez cet enfant, une étincelle qu'il reconnaissait pour l'avoir vue chez d'autres créateurs au début de leur carrière. « Cette robe, dit-il finalement, je crois qu'elle t'attendait. » Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. « Mais je n'ai que 2 €. » Jean-Pierre prit la pièce que Mathilde tenait toujours serrée dans sa main. Il l'examina, la faisant tourner entre ses doigts. « Cette pièce, tu y tiens beaucoup, n'est-ce pas? C'est la première que j'ai trouvée quand j'ai commencé à économiser. Elle brillait sous un banc au parc, comme si elle m'attendait. »« Parfois, les objets nous choisissent autant que nous les choisissons, » dit Jean-Pierre, pensif. Il se leva soudainement, prit la robe et se dirigea vers le comptoir de la boutique, faisant signe à Mathilde de le suivre. Sous le regard stupéfait de Madame Pelletier, il emballa soigneusement la robe dans un papier de soie, puis dans une boîte, élégante ornée du logo de la maison Laurent. « Isabelle, mademoiselle Dubois vient d'acheter cette robe, » déclara-t-il en tendant la pièce de 2 € à la vendeuse. « Mais, monsieur Laurent, » commença-t-elle confuse. « Cette transaction est particulière, » l'interrompit-il. « Cette pièce de monnaie a plus de valeur que vous ne le pensez. » Il se tourna vers Mathilde et lui tendit la boîte. « Prends-en soin. C'est un cadeau spécial pour quelqu'un de spécial. » Mathilde restait immobile, incapable de croire ce qui se passait. « Vous me la donnez. Je l'échange contre ta pièce et contre une promesse, que tu continues à dessiner et à rêver. Le monde a besoin de personnes qui voient que la beauté. » Mathilde Dubois. Les yeux de la fillette se remplirent de larmes. D'un geste spontané, elle se jeta dans les bras de Jean-Pierre, le serrant avec une force surprenante. « Merci, monsieur. Je promets. Je promets. » Jean-Pierre, surpris par cette étreinte,
sentit une émotion inattendue l'envahir. Combien de temps depuis qu'il avait ressenti une telle gratitude pure, sans calcul? Dans son monde de haute couture, les remerciements étaient souvent formels, dictés par la politesse ou l'intérêt. « File maintenant », dit-il doucement en se dégageant. « Tu vas être en retard à l'école. » Mathilde hocha la tête, serra la boîte contre sa poitrine et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Je n'oublierai jamais, monsieur. » Puis elle disparut dans les rues de Paris, courant presque, portant son trésor comme le plus précieux des fardeaux. Resté seul avec Madame Pelletier, Jean-Pierre sentit le poids de son regard désapprobateur. C'était une robe à 800. « 50 €, monsieur Laurent, » dit-elle finalement. « Une pièce unique. »« Je sais parfaitement ce que valait cette robe, Isabelle, » répondit-il calmement. « Mais parfois, la valeur des choses ne se mesure pas en euros. » Il retourna dans son atelier, étrangement agité. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait un geste généreux. Il donnait régulièrement à des associations caritatives et participait à des galas de bienfaisance. Mais ce geste-là était différent, plus personnel. Il avait vu dans les yeux de Mathilde quelque chose qui l'avait profondément touché, une dignité, une détermination qui lui rappelait sa propre jeunesse. Né dans une famille modeste de la banlieue lyonnaise, Jean-Pierre avait connu la précarité. Son père, ouvrier dans une usine textile, avait perdu son emploi quand l'usine avait fermé. Sa mère faisait des ménages pour joindre les deux bouts. Le jeune Jean-Pierre avait commencé à travailler tôt, d'abord comme livreur, puis comme assistant dans un petit atelier de couture. C'est là qu'il avait découvert sa passion pour les tissus et la mode. Sa réussite ne devait rien au hasard. Il avait travaillé sans relâche, sacrifiant sa jeunesse et parfois ses relations personnelles pour gravir les échelons du monde impitoyable de la haute couture. Aujourd'hui, à la tête d'un empire qui habillait les plus grandes célébrités et les familles les plus fortunées d'Europe, il avait presque oublié d'où il venait. Presque, car parfois, comme aujourd'hui, son passé ressurgissait, lui rappelant le garçon qu'il avait été, celui qui rêvait devant les vitrines des magasins de luxe, imaginant qu'un jour, peut-être, Jean-Pierre s'assit à sa table de travail, prit un crayon et commença à dessiner distraitement. Sous ses doigts, une silhouette d'enfant prenait forme, vêtue d'une robe qui semblait danser autour d'elle. Pendant ce temps, Mathilde courait à travers les rues parisiennes, serrant son précieux paquet. Elle arriva à l'école avec 15 minutes de retard, s'attirant une réprimande de son institutrice, Madame Blanc. Mais même la perspective d'une punition ne pouvait ternir son bonheur. Dans son sac à dos reposait un trésor qui allait changer sa vie. La journée lui parut interminable. À chaque pause, elle vérifiait que la boîte était toujours là, intacte. Elle évita ses camarades habituels, craignant leurs questions. Son secret était trop précieux pour être partagé, du moins pour l'instant. À la sortie de l'école, elle ne traîna pas comme à son habitude. Elle fila directement chez elle, montant les 4 étages de son immeuble à toute vitesse. L'appartement était vide. Sa mère ne rentrerait pas avant 19 h et son père était probablement chez le kinésithérapeute. Mathilde déposa son sac, sortit délicatement la boîte et l'ouvrit sur son lit de fortune. La robe semblait luire dans la lumière grise qui filtrait par la fenêtre. Avec des gestes précautionneux, elle la sortit de son écrin de papier de soie. Elle hésita un instant, puis se déshabilla et enfila la robe. Le tissu glissa sur sa peau comme une caresse. Elle tourna sur elle-même, sentant le léger poids de la jupe qui s'évasait autour de ses jambes. Dans la petite salle de bain, elle se hissa sur la pointe des pieds pour se voir dans le miroir, écaillée au-dessus du lavabo. La transformation était saisissante. Ce n'était pas seulement la beauté du vêtement, mais la façon dont il la faisait se tenir plus droite, relever le menton. Pour la première fois de sa vie, Mathilde se trouvait que belle. Elle entendit soudain la porte d'entrée s'ouvrir. Son père rentrait plus tôt que prévu. Prise de panique à l'idée d'être découverte, elle s'apprêtait à retirer la robe quand la porte de la salle de bain s'ouvrit. Pierre Dubois resta figé sur le seuil, son fauteuil roulant bloquant l'entrée étroite. Ses yeux, les mêmes que ceux de sa fille, s'écarquillèrent de surprise. Mathilde, mais cette robe... La fillette baissa la tête, s'attendant à des reproches. Comment expliquer qu'elle avait accepté un cadeau aussi coûteux d'un inconnu? Mais contre toute attente, Pierre s'avança et prit les mains de sa fille dans les siennes. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit-il,
la voix rauque d'émotion. On dirait une princesse. « Tu n'es pas fâchée ?» demanda Mathilde, incrédule. « Pourquoi ? Le serais-je ? Ma fille porte la plus belle robe que j'ai jamais vue. Mais comment ?» Mathilde lui raconta tout, ses économies secrètes, sa visite à la boutique, la gentillesse de Jean-Pierre Laurent. Au fur et à mesure de son récit, elle vit les yeux de son père s'emplir de larmes. « Tu as eu le courage d'entrer dans cette boutique avec seulement 2 €, dit-il finalement. Tu es bien la fille de ton père. » Il l'attira contre lui, l'enveloppant dans une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. La fierté, l'amour, mais aussi la douleur de ne pas pouvoir offrir lui-même de tels cadeaux à sa fille. « Il faudra remercier ce monsieur Laurent, » dit-il après un moment. « Un tel geste mérite notre reconnaissance. » Mathilde acquiesça. « Il était gentil, papa, pas comme la dame dans la boutique. Il m'a parlé comme à une vraie personne, pas comme à une pauvre. » Pierre caressa les cheveux de sa fille. « C'est parce qu'il a vu ce que je vois, une jeune fille extraordinaire qui mérite le meilleur. » Ce soir-là, quand Colette rentra, épuisée après une longue journée de travail, elle trouva son mari et sa fille assis à la table de la cuisine, penchés sur une feuille de papier. Mathilde dessinait avec application, guidée par les conseils de Pierre. « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» demanda-t-elle en déposant son sac. Mathilde se leva d'un bond et courut vers sa mère. « Maman, j'ai quelque chose d'incroyable. À te montrer. » Avant que Colette puisse répondre, la fillette disparut dans la salle de bain. Intriguée, elle interrogea son mari du regard. « Prépare-toi à être surprise, » dit simplement Pierre avec un sourire énigmatique. Quelques instants. Plus tard, Mathilde réapparut, vêtue de la robe bleue. Colette porta une main à sa bouche, stupéfaite. « Mon Dieu, Mathilde, cette robe, elle est... magnifique, n'est-ce pas ?» compléta Pierre. « Notre fille a une histoire incroyable à te raconter. » Pour la seconde fois de la journée, Mathilde raconta son aventure. Colette l'écouta avec un mélange d'émotions, inquiétude à l'idée que sa fille se soit rendue seule dans ce quartier chic, admiration pour son courage et une certaine appréhension face à la générosité inexplicable de cet homme riche. « Tu ne dois plus jamais accepter de cadeaux d'inconnus, Mathilde, » dit-elle finalement, « même s'il semble gentil. Mais, maman, monsieur Laurent n'est pas un inconnu maintenant, » protesta la fillette, « et il m'a dit que la robe m'attendait, comme si c'était le destin. » Colette échangea un regard avec Pierre. Elle comprenait son inquiétude. Le monde était plein de dangers pour une petite fille trop confiante, mais elle voyait aussi la joie sur le visage de sa fille, une joie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Nous verrons, » dit-elle finalement. « Pour l'instant, cette robe reste à la maison. Tu pourras la porter pour des occasions spéciales. » Mathilde accepta ce compromis, trop heureuse de pouvoir garder son trésor. Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, c'est que Jean-Pierre Laurent lui avait glissé sa carte de visite dans la poche de la robe, avec un message griffonné au dos, pour Mathilde Dubois, qui voit la beauté où d'autres ne voient rien. « Reviens, me montrer tes dessins quand tu voudras. » Cette carte, elle la cacha soigneusement dans son cahier de croquis. C'était son secret, sa porte vers un monde nouveau qui venait de s'entr'ouvrir devant elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette rencontre extraordinaire à la maison Laurent. La vie de Mathilde avait repris son cours habituel. L'école, les devoirs, les tâches ménagères pour aider sa mère. La robe bleue, soigneusement rangée dans sa boîte, reposait sous le canapé-lit, comme un trésor caché. Chaque soir, avant de s'endormir, Mathilde glissait sa main sous le meuble pour s'assurer que son précieux cadeau était toujours là. Colette avait finalement cédé aux supplications de sa fille et lui avait permis de porter la robe pour l'anniversaire de sa grand-mère le dimanche suivant. Ce serait la première fois que Mathilde la porterait en public, et l'excitation la rendait fébrile. Ce matin-là, en se préparant pour l'école, elle prit un soin particulier à se coiffer, tentant de dompter ses boucles rebelles en une queue de cheval ordonnée. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'une fillette ordinaire dans des vêtements ordinaires, mais dans son cœur, elle se sentait différente. Le simple fait de posséder cette robe merveilleuse lui donnait une assurance nouvelle. « Tu es bien élégante aujourd'hui », remarqua son père en la voyant entrer dans la cuisine. Il était assis à la table, travaillant sur une petite sculpture en bois. Une activité thérapeutique recommandée par son médecin pour maintenir la dextérité de ses mains. Mathilde sourit,
touchant distraitement ses cheveux. « C'est juste, Kurt, je me sens bien. » Pierre l'observa avec attention. Quelque chose avait changé chez sa fille ces dernières semaines. Une certaine façon de se tenir, de regarder le monde, comme si une graine longtemps dormante commençait à germer. « J'ai remarqué que tu dessines beaucoup ces temps-ci, » dit-il en indiquant le cahier de croquis qui dépassait de son sac d'école. Mathilde rougit légèrement. « Oui, j'essaie de m'améliorer. Monsieur Leblanc, le professeur d'art plastique, dit que j'ai du talent. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est que ses dessins avaient changé. Avant, elle crayonnait des maisons, des arbres, des personnages sans visage. Maintenant, son cahier se remplissait de silhouettes habillées de vêtements fantastiques, de détails de tissus, de motifs complexes, comme si sa rencontre avec Jean-Pierre Laurent et sa robe magique avaient ouvert une porte dans son imagination. « Tu me montreras ?» demanda Pierre. « Ce soir, peut-être » répondit-elle, soudain timide. Ses dessins étaient devenus quelque chose de personnel, presque intime. À l'école, Mathilde remarqua que certains regards avaient changé, non pas à cause de ses vêtements, toujours aussi modestes, mais à cause de son attitude. Elle ne baissait plus la tête quand Clémentine Moreau, la fille la plus populaire de la classe, et sa bande la croisèrent dans la cour. Elle ne rougissait plus quand Thomas Petit, le garçon aux cheveux roux qui se moquait souvent de ses chaussures, lançait une pique. Pendant la récréation, elle s'installa comme d'habitude sur un banc à l'écart et sortit son cahier de croquis. Elle était en train de dessiner une variation de sa robe bleue, avec un col différent, des manches plus longues, quand une ombre se projeta sur sa page. « C'est joli », dit une voix qu'elle reconnut immédiatement. Mathilde leva les yeux. « Surprise !» Clémentine Moreau se tenait devant elle, son uniforme impeccable, ses longs cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle n'était jamais venue lui parler auparavant, sauf pour se moquer. « Merci », répondit Mathilde avec méfiance, refermant instinctivement son cahier. « Non, attends », dit Clémentine en s'asseyant à côté d'elle. « Je peux voir, s'il te plaît ?» Il y avait une curiosité sincère dans sa voix. Mathilde hésita, puis rouvrit lentement son cahier. « C'est une robe que tu as inventée ?» demanda Clémentine en examinant le dessin. « Pas vraiment. J'en ai une comme ça, mais j'essaie de la modifier. »« Tu as une robe comme ça ?» Clémentine semblait incrédule. « Mais elle est magnifique. On dirait une création de designer. » Mathilde sentit une chaleur monter à ses joues. « C'est le cas. C'est une robe de la maison Laurent. »« Laurent ? Jean-Pierre Laurent ?» Les yeux de Clémentine s'écarquillèrent. « Ma mère adore ses créations. Elle dit que c'est le meilleur couturier de Paris. Comment tu as… » Mathilde se mordit la lèvre, regrettant soudain d'en avoir trop dit. Comment expliquer sans paraître se vanter ou pire, mentir? « C'est compliqué, » dit-elle finalement. « Je l'ai reçu en cadeau. » Clémentine la regarda avec un nouvel intérêt. « Tu la porteras un jour à l'école ?»« Je ne sais pas. Ma mère dit que c'est trop précieux pour tous les jours. »« Elle a raison, » approuva Clémentine. « Mais tu devrais la porter pour la fête de fin d'année. Tu serais la plus belle. » Mathilde la dévisagea, cherchant le piège, la moquerie cachée. Mais le visage de Clémentine n'exprimait qu'une admiration sincère. « Tu dessines vraiment bien, » ajouta la blonde en tournant les pages du cahier. « Ces modèles sont géniaux. Tu veux devenir styliste ?» La question prit Mathilde au dépourvu. Elle n'avait jamais réellement envisagé son avenir en ces termes. Dessiner était un refuge, une façon d'échapper à la grisaille quotidienne. L'idée d'en faire un métier ne l'avait jamais effleurée. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Peut-être. Tu devrais, » affirma Clémentine avec conviction. « Tu as un don. » La cloche sonna annonçant la fin de la récréation. Clémentine se leva, lissa sa jupe d'un geste élégant. « On pourrait déjeuner ensemble demain si tu veux. Tu me montrerais d'autres dessins. » Sans attendre la réponse, elle rejoignit son groupe d'amis qui l'attendaient près de la porte. Mathilde resta sur son banc, abasourdie par ce qui venait de se passer. Clémentine Moreau, la fille que toutes les autres voulaient imiter, venait de lui proposer de déjeuner ensemble, comme si elles étaient égales. Tout cela grâce à un dessin et à une robe bleue qu'elle n'avait même pas portée en public. En rentrant de l'école ce jour-là, Mathilde prit une décision. Au lieu de tourner vers son immeuble, elle continua tout droit jusqu'à la station de métro. Sa mère ne rentrerait pas avant plusieurs heures, et son père avait rendez-vous chez le médecin. Personne ne remarquerait son retard. 20 minutes.
Plus tard, elle descendait du métro près de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle s'approchait de la maison Laurent. Et si Monsieur Laurent n'était pas là? Et si la vendeuse, désagréable, la chassait à nouveau? La boutique semblait encore plus intimidante que dans son souvenir. À travers la vitrine, elle aperçut plusieurs clientes élégantes qui discutaient avec Madame Pelletier. Mathilde hésita, puis, rassemblant tout son courage, poussa la porte. La clochette tinta doucement, attirant l'attention des personnes présentes. Madame Pelletier la reconnut immédiatement et fronça les sourcils. « Toi encore? Monsieur Laurent n'est pas disponible aujourd'hui, » dit-elle sèchement. Mathilde sentit sa détermination vaciller. « Je voulais juste lui montrer quelque chose. Mes dessins. Il m'avait dit... »« Monsieur Laurent est un homme très occupé, » l'interrompit la vendeuse. « Il ne peut pas recevoir tous les enfants qui passent par ici. » Les clientes observaient l'échange avec curiosité. Mathilde, mortifiée, s'apprêtait à faire demi-tour quand une voix familière retentit depuis l'arrière-boutique. « Isabelle. »« Qui est-ce » Jean-Pierre Laurent apparut, vêtu d'un costume sombre impeccable. Ses yeux s'illuminèrent en reconnaissant Mathilde. « Mademoiselle Dubois, quelle bonne surprise !» Il s'avança vers elle, ignorant complètement l'expression stupéfaite de Madame Pelletier. « Je me demandais quand tu reviendrais. » Mathilde sourit timidement. « Bonjour, Monsieur Laurent. Je ne voulais pas vous déranger, mais... »« Tu ne me déranges jamais, » l'assura-t-il. « Viens, allons dans mon bureau. » Isabelle servait du thé à ces dames pendant mon absence. Il conduisit Mathilde vers une porte discrète au fond de la boutique. Son bureau était une pièce élégante mais chaleureuse, avec des murs tapissés de photographies de défilés et de croquis encadrés. Une grande table à dessin occupait un coin de la pièce couverte de papier et d'échantillons de tissu. « Alors, » dit Jean-Pierre en s'asseyant dans un fauteuil et en invitant Mathilde à faire de même. « Comment va? Cette robe, elle te plaît toujours ?»« Oh oui, » s'enthousiasma Mathilde. « Elle est parfaite. Je vais la porter dimanche pour l'anniversaire de ma grand-mère. »« Excellent. Et tu es venu me montrer quelque chose ?» Mathilde sortit son cahier de croquis de son sac et le tendit à Jean-Pierre. Il le prit avec précaution et commença à tourner les pages, son expression devenant de plus en plus sérieuse à mesure qu'il découvrait les dessins. « C'est impressionnant, » dit-il finalement, levant les yeux vers elle. « Tu as un véritable talent, Mathilde. » Elle rougit sous le compliment. « Vraiment? Vous trouvez? »« Absolument. Regarde ces lignes, ces proportions. Tu as un instinct naturel pour l'équilibre et l'harmonie. Et cette façon d'intégrer des détails originaux sans surcharger l'ensemble, c'est rare, même chez des designers expérimentés. » Il se leva et alla chercher un carnet dans un tiroir de son bureau. « Je voudrais te montrer quelque chose. » Il ouvrit le carnet et le posa devant Mathilde. Les pages étaient couvertes de croquis similaires aux siens, des silhouettes, des détails de vêtements, des notes sur les tissus et les couleurs. « C'est mon tout premier carnet de croquis, » expliqua Jean-Pierre. « J'avais à peu près ton âge quand je l'ai commencé. » Mathilde parcourut les pages avec émerveillement. « Ils sont magnifiques. »« Pas tous, » sourit Jean-Pierre. « Regarde celui-ci. Les proportions sont complètement fausses. Et ici, ce col est impossible à réaliser techniquement. Mais l'important, c'est que je n'ai jamais cessé d'essayer, d'imaginer, de créer. » Il referma doucement le carnet. « Le talent est un début, Mathilde, mais c'est la persévérance qui fait la différence. » Ils parlèrent pendant près d'une heure. Jean-Pierre lui expliqua les bases du dessin de mode, lui montra comment représenter différents types de tissus, lui parla des grands couturiers qui l'avaient inspiré. Mathilde buvait ses paroles, posant des questions pertinentes qui surprenaient parfois le designer par leur maturité. « Tu sais, » dit-il finalement, « j'organise parfois des ateliers pour jeunes créateurs pendant les vacances scolaires. Le prochain commence la semaine prochaine, pendant les vacances de la Toussaint. Cela t'intéresserait d'y participer ?» Les yeux de Mathilde s'illuminèrent. « Oh oui, ce serait merveilleux. Il y a juste un détail. Ces ateliers sont normalement réservés aux adolescents de plus de 14 ans. Mais je peux faire une exception pour toi si tes parents sont d'accord. » Le visage de Mathilde s'assombrit légèrement. « Je ne sais pas si ma mère acceptera. Elle travaille beaucoup, et mon père, il ne peut pas m'accompagner à cause de son fauteuil roulant. » Jean-Pierre réfléchit un instant. « Je comprends, mais peut-être pourrions-nous trouver une solution. L'atelier a lieu ici même, dans mon studio. Si ta mère est inquiète,
elle peut venir te déposer et voir par elle-même de quoi il s'agit. Il griffonna quelques informations sur un papier. Voici les dates, les horaires et mon numéro personnel. Parle-en à tes parents et demande-leur de me contacter s'ils ont des questions. Mathilde prit le papier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document précieux. Merci, monsieur Laurent. Je leur en parlerai ce soir. Parfait. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il se fait tard. Tes parents vont s'inquiéter. Mathilde rangea son cahier et le papier dans son sac. Oui, je devrais rentrer. Jean-Pierre la raccompagna jusqu'à la porte de la boutique. Madame Pelletier les observait avec une expression indéchiffrable. « À bientôt, j'espère, mademoiselle. »« Dubois », dit Jean-Pierre en lui serrant formellement la main, comme si elle était une cliente importante. Mathilde hocha la tête, un sourire radieux illuminant son visage. « À bientôt, monsieur Laurent. » Sur le chemin du retour, elle flottait littéralement de bonheur. Un atelier de création avec Jean-Pierre Laurent. C'était au-delà de ses rêves les plus fous. Comment convaincre sa mère? Colette était toujours si prudente, si méfiante, envers les inconnus. En arrivant chez elle, Mathilde trouva son père dans la cuisine, préparant maladroitement le dîner. Depuis son accident, Pierre s'efforçait d'assumer certaines tâches ménagères, malgré les difficultés que lui imposait son fauteuil roulant. « Te voilà enfin, » dit-il en tournant la tête vers elle. « Ta mère a appelé. Elle rentrera un peu plus tard ce soir. Où étais-tu? Je commençais à m'inquiéter. » Mathilde prit une profonde inspiration. « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle lui raconta sa visite à la maison Laurent, la gentillesse de Jean-Pierre, l'invitation à l'atelier. À sa grande surprise, Pierre l'écouta attentivement, sans l'interrompre ni froncer les sourcils, comme il le faisait souvent quand il désapprouvait quelque chose. « Et voilà, » conclut-elle en lui tendant le papier. « C'est pendant les vacances, de la Toussaint. 5 jours, de 10h à 16h. » Pierre examina le document, puis regarda sa fille. Il y avait dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, une sorte de fierté mêlée d'espoir. « Tu as vraiment impressionné ?»« Ce Jean-Pierre Laurent, dit-il finalement, ce n'est pas un mince exploit. Cet homme est l'un des couturiers les plus respectés de France. Alors, tu crois que maman pourrait être d'accord ?» Pierre soupira. « Ta mère s'inquiète beaucoup pour toi, Mathilde. Nous vivons dans un monde où les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Mais monsieur Laurent est gentil, papa, je le sens. Je te crois. Et je pense que cette opportunité est exceptionnelle pour toi. » Il réfléchit un instant. « Voici ce que nous allons faire. Quand ta mère rentrera, nous lui en parlerons ensemble. Et je lui proposerai de rencontrer monsieur Laurent avant à début de l'atelier. » Mathilde se jeta au cou de son père. « Merci, papa, tu es le meilleur. » Pierre la serra contre lui, respirant l'odeur de ses cheveux. Sa petite fille grandissait si vite. Trop vite peut-être. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la retenir éternellement dans leur petit appartement de Belleville. Le monde l'appelait, et elle avait assez de courage pour lui répondre. Ce soir-là, quand Colette rentra épuisée après une double journée de travail, elle trouva son mari et sa fille qui l'attendaient avec un dîner simple mais préparé, avec soin. Pierre avait même réussi à dresser la table de manière élégante, avec une nappe et des bougies, des détails inhabituels dans leur quotidien précaire. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle suspicieuse. « Vous avez quelque chose à me demander, tous les deux ?» Pierre et Mathilde échangèrent un regard complice. « Peut-être, » admit Pierre avec un sourire. « Mais d'abord, assieds-toi et profite de ce moment. Notre fille a une histoire extraordinaire à te raconter. » Et tandis que la nuit tombait sur Paris, enveloppant les immeubles gris de Belleville dans un manteau d'obscurité douce, une nouvelle lumière commençait à briller dans cette famille éprouvée par les difficultés. Une lumière d'espoir, née d'une robe bleue et du courage d'une petite fille qui avait osé franchir la porte d'un monde qui n'était pas le sien. La maison Laurent n'était pas simplement une boutique de haute couture. C'était un empire bâti sur des décennies de travail acharné et de vision artistique. Dans son bureau privé, situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien près de l'Opéra Garnier, Jean-Pierre Laurent contemplait la ville qui s'étalait à ses pieds. Paris scintillait sous la pluie fine d'automne, les lumières se reflétant sur les pavés mouillés, comme des milliers d'étoiles tombées du ciel. Il tenait dans ses mains le cahier de croquis de Mathilde Dubois, qu'elle lui avait laissé pour qu'il puisse l'étudier plus en détail. Les dessins naïfs mais étonnamment précis de la fillette
l'avait touché plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait dans ses traits maladroits une authenticité, une fraîcheur que beaucoup de ses designers professionnels avaient perdue au fil des années. Encore en train de travailler à cette heure, une voix féminine interrompit ses réflexions. Elisabeth, sa fille unique, se tenait dans l'encadrement de la porte. À 22 ans, elle était l'opposé de l'image traditionnelle de la fille d'un grand couturier. Vêtue d'un jean déchiré et d'un t-shirt à l'effigie d'un groupe de rock indépendant, les cheveux coupés courts et teints en bleu électrique, elle incarnait une rébellion permanente contre l'univers de la mode dans lequel elle avait grandi. Ça réfléchissait, répondit Jean-Pierre en refermant doucement le cahier. Elisabeth s'approcha curieuse. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau projet? En quelque sorte. Il hésita puis lui tendit le cahier. Jette un œil. Elle parcourut les pages avec un intérêt croissant. Ce n'est pas ton style, c'est plus innocent, presque naïf. Mais il y a quelque chose de spécial. Qui a dessiné ça? Une petite fille de 10 ans, Mathilde Dubois. Elisabeth leva un sourcil surprise. 10 ans? C'est impressionnant. Comment tu l'as rencontrée? Jean-Pierre lui raconta alors l'histoire de Mathilde, sa visite à la boutique avec sa pièce de 2 €, son désir ardent d'obtenir la robe bleue, sa détermination touchante. « Et tu lui as donné la robe? Gratuitement ?» Elisabeth semblait incrédule. Son père était connu pour sa générosité envers des causes caritatives, mais ce geste personnel était inhabituel. « Elle me rappelait quelqu'un, » dit simplement Jean-Pierre. Elisabeth l'observa attentivement. « Toi, à son âge ?» Un sourire mélancolique étira les lèvres du couturier. « Peut-être, ou peut-être la personne que j'aurais voulu être. » Il se leva et se dirigea vers une armoire ancienne qui trônait dans un coin du bureau. D'un tiroir secret, il sortit un vieux carnet à la couverture élimée. « Regarde !» Elisabeth prit le carnet avec précaution. En l'ouvrant, elle découvrit des dessins jaunis par le temps, des croquis maladroits de vêtements, des notes écrites d'une main d'enfant. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle étonnée. Jean-Pierre acquiesça. « J'avais 8 ans. Quand j'ai commencé ce carnet, nous vivions dans un 2 pièces à Montreuil. Mon père travaillait à l'usine, ma mère faisait des ménages. Je n'avais pas de beaux vêtements, pas de jouets coûteux. Mais j'avais ce carnet et des crayons trouvés dans une poubelle près de l'école. » Elisabeth tournait délicatement les pages, découvrant une facette de son père qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Jean-Pierre parlait rarement de son enfance. Pour elle, il avait toujours été le célèbre couturier, l'homme d'affaires accompli dont le nom était synonyme de luxe et d'élégance. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi, Elisabeth. » Il reprit le vieux carnet et le rangea soigneusement. « Je n'ai pas toujours été Jean-Pierre Laurent, le grand couturier. Avant, j'étais juste Pierre Moreau, le fils de l'ouvrier. »« Tu as changé de nom ?»« À 18 ans, quand j'ai commencé, à travailler dans la mode. Jean-Pierre sonnait mieux que Pierre pour un créateur français, et Laurent était le nom de jeune fille de ma mère, plus élégant que Moreau. » Elisabeth digéra cette révélation, réalisant soudain combien elle connaissait peu l'homme qui l'avait élevée. « Pourquoi tu ne m'as jamais raconté tout ça ?» Jean-Pierre haussa les épaules. « La vie avance, on laisse le passé derrière. Et puis, tu n'as jamais vraiment montré d'intérêt pour mon travail ou mon parcours. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. C'était vrai. Elisabeth avait toujours pris soin de se distancier de l'univers de son père, rejetant systématiquement tout ce qui touchait à la mode et à la haute couture. C'était sa façon de se forger une identité propre, de ne pas être simplement la fille de Laurent. Mais en faisant cela, elle avait peut-être manqué de connaître l'homme derrière le nom. « Et cette petite Mathilde, dit-elle finalement, tu comptes faire quoi pour elle ?»« Je l'ai invitée à participer à mon atelier pour jeunes créateurs pendant les vacances de la Toussaint. »« Celui réservé aux adolescents? Elle n'est pas un peu jeune ?»« Elle a plus de talent que certains adultes que j'emploie, » répondit Jean-Pierre avec un sourire et une détermination rare. « Je veux lui donner sa chance. » Tu te rends compte que son milieu social est complètement différent du nôtre, que les autres participants risquent de la rejeter, de la mépriser. Jean-Pierre eut un rire amer. Comme tes camarades de classe te rejetaient quand tu étais la seule à ne pas porter les derniers vêtements à la mode. Comme ils te méprisaient quand tu refusais de parler du travail de ton père. Elisabeth rougit légèrement. Son père avait touché un point sensible,
Malgré sa rébellion apparente, elle avait toujours été protégée par le nom et la fortune de sa famille. Même son rejet de la mode était un luxe que seule une fille privilégiée pouvait se permettre. Touchée, admit-elle. Mais justement, je sais à quel point les enfants peuvent être cruels. Mathilde est plus forte qu'elle n'en a l'air, et je serai là pour la soutenir. Elisabeth observa son père avec un regard nouveau. Il semblait véritablement investi dans le destin de cette petite fille des quartiers populaires. C'était un aspect de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cette volonté de tendre la main, de faire une différence dans la vie de quelqu'un. « Je pourrais peut-être t'aider », proposa-t-elle impulsivement. « Pour l'atelier, je veux dire. Je ne connais rien à la mode, mais je sais ce que c'est que de se sentir différente. » Jean-Pierre leva les sourcils, surpris par cette offre inattendue. Elisabeth n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ses activités professionnelles. « Tu serais prête à passer une semaine entourée de jeunes passionnés de mode ?»« Je survivrai, » sourit-elle. « Et puis, cette Mathilde m'intrigue, j'aimerais la rencontrer. » Jean-Pierre sentit une émotion inhabituelle l'envahir, un mélange de fierté et d'espoir. Peut-être que cette petite fille, aux grands yeux verts, allait non seulement changer sa propre vie, mais aussi rapprocher un père et sa fille que les années et les malentendus avaient lentement éloignés. « Je serais ravi de ton aide, » dit-il simplement. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Jean-Pierre décrocha, écoutant attentivement son interlocuteur. « Oui, bien sûr, Madame Dubois, » dit-il finalement. « Demain à 18h me convient parfaitement. Je vous attendrai à la boutique. » Il raccrocha et se tourna vers sa fille. « La mère de Mathilde. Elle veut me rencontrer avant de donner son accord pour l'atelier. »« Logique, » approuva Elisabeth. « Je ferais pareil si j'étais elle. »« Tu veux être présente ?» Elle réfléchit un instant. « Non, pas cette fois. Je pense que c'est mieux si tu la rencontres seule d'abord, mais j'aimerais être là pour l'atelier. » Jean-Pierre acquiesça, puis se dirigea vers la fenêtre. La pluie s'était intensifiée, transformant les rues parisiennes en rivières miroitantes. Il pensa à Mathilde, se demandant si elle avait parlé de leur rencontre à ses parents, si elle avait reçu leur bénédiction pour poursuivre ce rêve fragile qui venait de naître. Pendant ce temps, dans l'appartement des Dubois à Belleville, une toute autre conversation avait lieu. Colette, rentrée plus tôt que prévu, écoutait sa fille lui raconter sa visite à la maison Laurent et l'invitation de Jean-Pierre pour l'atelier. « Je ne sais pas, Mathilde, » dit-elle inquiète. « Cet homme est un parfait inconnu pour nous, et ses ateliers coûtent probablement très cher. Il a dit que c'était gratuit pour moi, » insista Mathilde, « et papa pense que c'est une opportunité exceptionnelle. » Pierre, assis à côté d'elle, prit la main de sa femme. « J'ai fait quelques recherches sur Internet, Colette. Jean-Pierre Laurent est effectivement un grand nom de la mode française. Son atelier pour jeunes créateurs est très réputé. Sa participer est un privilège que beaucoup envient. »« Justement, » répliqua Colette, « pourquoi offrirait-il une place à notre fille? Qu'est-ce qu'il y gagne ?»« Peut-être rien, » répondit Pierre doucement. « Peut-être qu'il a simplement reconnu un talent et qu'il veut l'encourager. Ou peut-être qu'il a d'autres motivations. » Colette avait appris à se méfier des apparences. La vie ne lui avait pas fait de cadeaux, et chaque fois qu'une opportunité semblait trop belle pour être vraie, elle s'était généralement révélée trompeuse. « C'est pourquoi j'ai appelé son bureau aujourd'hui, » annonça Pierre. « J'ai parlé à sa secrétaire et j'ai arrangé un rendez-vous pour que tu puisses le rencontrer demain soir. » Colette le regarda, surprise. « Tu as fait ça? »« Notre fille a un don, Colette. Je l'ai toujours su. Si cet homme peut l'aider à le développer, nous devons au moins explorer cette possibilité. » Mathilde observait ses parents, retenant son souffle. Son père avait toujours été son plus grand soutien, mais c'était sa mère qui prenait généralement les décisions importantes dans la famille, surtout depuis l'accident. « D'accord, » céda finalement Colette. « Je le rencontrerai. Mais je ne promets rien, Mathilde. Si quoi que ce soit me semble suspect, c'est non. »« Merci, maman. » Mathilde se jeta dans ses bras. « Tu verras, monsieur Laurent est gentil. Et il dit que j'ai du talent, vraiment du talent. » Colette serra sa fille contre elle, inquiète malgré tout. Mathilde était si innocente, si confiante. Le monde, lui, pouvait être cruel et désenchanteur. Elle voulait la protéger de la déception, de la douleur d'espoir brisé. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'empêcher de rêver, de tenter sa chance quand l'opportunité se présentait. Le lendemain soir, vêtue de sa tenue la plus soignée, un tailleur simple acheté dans un magasin de seconde main, mais bien entretenu, Colette se rendit à la maison Laurent.
Mathilde l'accompagnait, trop excitée pour rester, à la maison. Quand elles entrèrent dans la boutique, Madame Pelletier les accueillit avec une politesse forcée. Visiblement, elle n'approuvait pas l'intérêt que son patron portait à cette famille modeste. « Monsieur Laurent vous attend dans son bureau », dit-elle, en les conduisant vers l'arrière-boutique. Jean-Pierre se leva à leur entrée, accueillant Colette avec une courtoisie simple qui la mit immédiatement à l'aise. « Madame Dubois, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Mathilde m'a beaucoup parlé de vous et de votre mari. » Colette serra la main qu'il lui tendait, surprise par sa chaleur et sa sincérité apparente. Elle s'était attendue à un homme distant, hautain, comme le stéréotype des personnalités du monde de la mode. Au lieu de cela, elle se trouvait face à quelqu'un qui semblait authentique et abordable malgré son élégance naturelle. « Merci de nous recevoir, monsieur Laurent. Je dois avouer que j'étais perplexe quand Mathilde nous a parlé de votre rencontre et de votre invitation. »« Je comprends parfaitement, » sourit Jean-Pierre. « À votre place, je me poserais les mêmes questions. » Il les invita à s'asseoir et commanda du thé, puis expliqua en détail le fonctionnement de son atelier pour jeunes créateurs, le programme, les activités, les objectifs pédagogiques. Normalement, ces ateliers sont réservés aux adolescents de 14 à 18 ans, admit-il, mais le talent de votre fille est exceptionnel. Je serais heureux de lui offrir cette opportunité si vous êtes d'accord. Colette l'observait attentivement pendant qu'il parlait, cherchant des signes, de duplicité ou de condescendance. Elle n'en trouva aucun. Au contraire, l'homme en face d'elle semblait sincèrement intéressé par le potentiel de sa fille. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. « Pourquoi, Mathilde ? Vous devez rencontrer des centaines de jeunes talents chaque année. » Jean-Pierre prit un moment pour réfléchir à sa réponse. Il aurait pu se contenter d'une platitude sur le talent exceptionnel de Mathilde, mais il choisit l'honnêteté. « Votre fille me rappelle mon propre parcours, Madame Dubois. Je n'ai pas toujours été le Jean-Pierre Laurent que vous voyez aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille modeste à Montreuil. Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage. À l'âge de Mathilde, je dessinais déjà des vêtements, mais personne dans mon entourage ne comprenait cette passion. Personne ne m'a tendu la main, ne m'a montré le chemin. » Il fit une pause, ses yeux se perdant un instant dans le passé. « J'ai dû me battre pour chaque opportunité, chaque formation. Si quelqu'un m'avait offert une chance comme celle que je propose à Mathilde, peut-être que mon parcours aurait été moins difficile. » Colette sentit sa méfiance s'effriter. Cet homme lui parlait avec une sincérité désarmante, partageant une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez quelqu'un de son statut. « Je ne cherche pas à m'immiscer dans votre vie. »« Familiale, » poursuivit Jean-Pierre. « Je veux simplement offrir à Mathilde un espace où elle pourra explorer son talent, apprendre les bases du métier, voir si cette passion est destinée à devenir plus qu'un simple passe-temps. » Colette regarda sa fille, qui suivait la conversation avec des yeux brillants d'espoir. Elle avait rarement vu Mathilde aussi animée, aussi vivante que depuis sa rencontre avec cet homme étrange qui semblait croire en elle plus que quiconque. « Et combien coûterait cette participation ?» demanda-t-elle, abordant la question pratique qui la préoccupait depuis le début. « Rien, » répondit Jean-Pierre. « J'offre régulièrement des bourses aux jeunes talents qui n'ont pas les moyens de payer. Mathilde en bénéficiera. » « Nous ne cherchons pas la charité, monsieur Laurent, » dit Colette un peu raidie. « Ce n'est pas de la charité, Madame Dubois. C'est un investissement. Dans 10 ans, quand votre fille sera peut-être la nouvelle étoile montante de la mode française, je pourrais dire fièrement que j'ai reconnu son talent avant tout le monde. » Il sourit, et Colette ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Il y avait quelque chose de désarmant chez cet homme, une authenticité qui transcendait les barrières sociales. « Je peux réfléchir à votre proposition ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, l'atelier commence lundi prochain. Vous avez jusqu'à vendredi pour me donner votre réponse. » Alors qu'elles quittèrent la boutique, Mathilde serrait la main de sa mère avec une excitation à peine contenue. Alors, « Maman, qu'est-ce que tu en penses? Je peux participer ?» Colette regarda sa fille, ses yeux pleins d'espoir, son visage illuminé par la possibilité d'un rêve qui pourrait devenir réalité. Comment ? Pourrait-elle lui refuser cette chance? « Nous en discuterons avec ton père ce soir, » dit-elle prudemment, mais dans son cœur, la décision était déjà prise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre avait également ému Jean-Pierre plus qu'il ne l'aurait imaginé. En regardant Colette Dubois, cette femme fière malgré les difficultés, protectrice de sa fille tout en voulant son bonheur,
Il avait revu sa propre mère, décédée trop tôt pour voir son succès. Et tandis que le crépuscule enveloppait Paris dans sa lumière dorée, deux mondes que tout semblait séparer commençaient lentement à se rapprocher, tissant des liens invisibles mais puissants qui allaient transformer plusieurs vies à jamais. Le premier jour de l'atelier arriva plus vite que prévu. Mathilde s'était réveillée avant l'aube, trop excitée pour dormir. Elle avait préparé son sac la veille, son carnet de croquis, une trousse de crayons offerte par son père pour l'occasion, un petit sandwich et une bouteille d'eau. Sa mère avait insisté pour qu'elle porte sa tenue la plus présentable, un jean propre sans accroc et un pull bleu ciel qui s'accordait par un heureux hasard avec la couleur de la fameuse robe. « Tu es prête ?» demanda Colette en entrant dans le salon où Mathilde vérifiait une dernière fois le contenu de son sac. « Oui, maman », répondit la fillette, la voix légèrement tremblante, malgré son assurance apparente. Colette s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille et ajusta son col avec tendresse. « N'oublie pas, Mathilde, tu es là pour apprendre, pas pour impressionner. Sois toi-même, écoute attentivement, et si quoi que ce soit te met mal à l'aise, je t'appelle immédiatement, » compléta Mathilde, répétant les instructions qu'elle avait entendues au moins 10 fois depuis la veille. Pierre les observait depuis sa chaise roulante, un mélange de fierté et d'appréhension dans le regard. « Tu vas tous les éblouir, ma chérie », dit-il avec un sourire encourageant. Le trajet en métro jusqu'au quartier de l'Opéra parut interminable à Mathilde. Son estomac se nouait d'angoisse à mesure qu'elles approchaient de leur destination. Et si les autres participants se moquèrent d'elle? Et si M. Laurent réalisait qu'il avait surestimé son talent? Et si... « Nous y sommes », annonça Colette, interrompant ses pensées anxieuses. La maison Laurent semblait encore plus imposante en cette matinée ensoleillée. Le bâtiment haussmannien étincelait, ses grandes fenêtres reflétant la lumière du soleil. Un petit groupe d'adolescents attendait déjà devant l'entrée, accompagné de parents élégamment vêtus qui discutaient entre eux avec l'aisance des gens habitués aux milieux privilégiés. Mathilde sentit immédiatement la différence. Ces jeunes portèrent des vêtements de marque, tenaient des tablettes dernier cri, affichaient cette confiance que seule donne l'habitude d'être toujours accueilli comme quelqu'un d'important. À côté d'eux, son jean propre mais usé et son sac à dos bon marché semblaient tristement inadéquats. « Peut-être que je ne devrais pas », commença-t-elle s'agrippant à la main de sa mère. « Ne sois pas ridicule », répondit fermement Colette. « Tu as autant ta place ici que n'importe lequel d'entre eux. Monsieur Laurent t'a invité personnellement, rappelle-toi. » Elles s'approchèrent du groupe, et Mathilde sentit immédiatement les regards se poser sur elle, curieux, évaluateurs, peut-être légèrement condescendants. Une femme élégante dans la quarantaine, portant un tailleur Chanel impeccable, les dévisagea ouvertement avant de se pencher vers une autre mère pour chuchoter quelque chose. Colette se redressa imperceptiblement, refusant de se laisser intimider. Elle avait peut-être des moyens limités, mais elle possédait quelque chose que beaucoup de ces gens fortunés avaient perdu depuis longtemps, la dignité de ceux qui gagnent chaque centime par leur travail. La porte de la boutique s'ouvrit, soudain, et Jean-Pierre Laurent apparut accompagné d'une jeune femme aux cheveux teints en bleu que Mathilde n'avait jamais vue. Son apparence décalée contrastait fortement avec l'élégance sobre du couturier. « Bienvenue à tous », annonça Jean-Pierre avec un sourire chaleureux. « Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre atelier pour jeunes créateurs. Je vous présente ma fille, Elisabeth, qui m'assistera cette année. » Des murmures surpris parcoururent le groupe. Beaucoup connaissèrent de réputation l'unique héritière de Jean-Pierre Laurent, connue pour son rejet catégorique du monde de la mode. Jean-Pierre parcourut l'assemblée du regard, et son visage s'illumina en apercevant Mathilde et Colette, légèrement en retrait. « Ah, Madame Dubois, Mathilde, je suis heureux que vous ayez pu venir. » Il s'avança vers elle, ignorant momentanément les autres participants, et serra chaleureusement la main de Colette. « Merci de lui avoir permis de participer. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, » répondit Colette, touchée par cette attention particulière. Jean-Pierre se tourna vers Mathilde. « Prête pour cette aventure ?» La fillette hocha la tête, trop intimidée pour parler. Elle remarqua que plusieurs adolescents les observaient avec curiosité, se demandant manifestement qui était cette petite fille qui semblait connaître personnellement le célèbre couturier. « Parfait. Parents,
Nous vous retrouverons ici à 16 heures. Les jeunes, suivez-moi, nous allons commencer par une visite des ateliers. Mathilde embrassa rapidement sa mère et rejoignit le groupe d'adolescents qui suivaient déjà Jean-Pierre à l'intérieur du bâtiment. Elle sentit une présence à ses côtés et découvrit Elisabeth qui lui souriait amicalement. « Alors c'est toi, la fameuse Mathilde », dit la jeune femme. « Mon père ne tarit pas d'éloges sur ton talent. » Mathilde rougit, à la fois flattée et gênée. « Vous êtes la fille de Monsieur Laurent ?» « Malheureusement pour lui, oui, » répondit Elisabeth avec un clin d'œil. « Je suis la rebelle de la famille, le mouton noir qui refuse de s'intéresser à la mode. Mais alors pourquoi vous êtes là ?»« Pour toi en partie, » admit Elisabeth. « Tu as réussi à intriguer mon père, ce qui n'est pas un mince exploit. Je voulais rencontrer la mystérieuse petite fille qui a réveillé en lui cette passion pour le mentorat. » Mathilde ne savait pas quoi répondre à cela. Elle fut sauvée par l'arrivée du groupe dans un vaste atelier où des dizaines de personnes travaillaient sur différentes étapes de la création vestimentaire, du dessin à la couture, en passant par le patronage et la coupe des tissus. Jean-Pierre commença la visite, expliquant avec passion les différentes étapes du processus créatif. Mathilde écoutait, fascinée, buvant chaque mot. C'était comme si un monde entier s'ouvrait devant elle, un univers de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous. À côté d'elle, un garçon d'environ 15 ans, aux cheveux parfaitement coiffés et à l'allure assurée, observait tout avec un air blasé. « Mon père connaît déjà tout ça », murmura-t-il à la fille à côté de lui. « Il a travaillé avec Laurent sur la collection été 2023. » Mathilde fit semblant de ne pas entendre, concentrée sur les explications de Jean-Pierre. Mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir la différence entre elle et les autres participants. Il parlait le langage de la mode avec aisance, reconnaissait les tissus et les techniques, mentionnait des noms de designers comme s'il parlait de vieux amis de famille. Après la visite, le groupe fut conduit dans une grande salle lumineuse aménagée en atelier temporaire. Des tables de travail individuelles avaient été installées, chacune équipée de fournitures de dessin professionnels et d'échantillons de tissus. « Choisissez une place », invita Jean-Pierre. « Ce sera votre espace de création pour la semaine. » Mathilde hésita, ne sachant où s'installer. Les autres participants se regroupaient déjà, formant naturellement des cliques basées sur des connaissances préexistantes ou des affinités immédiates. Elle repéra une table un peu à l'écart et s'y dirigea, soulagée d'avoir trouvé un refuge. « Puis-je m'asseoir ici ?» Une voix douce interrompit ses pensées. Mathilde leva les yeux et découvrit une adolescente d'environ 14 ans, aux longs cheveux noirs et au teint olive. Contrairement aux autres, elle ne portait pas de vêtements ostentatoirement luxueux, mais une simple robe noire élégante dans sa simplicité. « Bien sûr, » répondit Mathilde, surprise qu'on recherche sa compagnie. « Je m'appelle Leila », présenta la jeune fille en s'installant. « Et toi, tu es Mathilde, c'est ça. J'ai entendu Monsieur Laurent t'appeler ainsi. » Mathilde acquiesça, scrutant discrètement sa nouvelle voisine. Leila avait un visage doux encadré par d'épais cheveux noirs, et ses grands yeux sombres brillaient d'intelligence et de gentillesse. « C'est la première fois que je participe à un atelier comme celui-ci, » confia Leila. « Je suis un peu nerveuse. »« Moi aussi, » admit Mathilde, rassurée de ne pas être la seule à se sentir intimidée. « Tu t'intéresses à la mode depuis longtemps ?»« Depuis toujours, » sourit Leila. « Ma mère est couturière dans le 18e arrondissement. Elle travaille surtout pour des réparations et des ajustements, mais elle m'a appris les bases de la couture depuis que je suis toute petite. » Mathilde sentit une connexion immédiate avec cette fille qui, comme elle, venait d'un milieu modeste mais passionné. « Et toi ?» demanda Leila. « Comment tu t'es retrouvée ici? Tu es la plus jeune du groupe. » Mathilde hésita, puis raconta brièvement sa rencontre avec Jean-Pierre Laurent, omettant les détails qui pourraient sembler trop personnels ou embarrassants. « Incroyable !» murmura Leila impressionnée. « Tu as vraiment du cran. » Leur conversation fut interrompue par Jean-Pierre qui se plaça au centre de la pièce pour donner les premières instructions. « Aujourd'hui, nous allons commencer par un exercice simple, mais révélateur. Je veux que chacun d'entre vous dessine un vêtement qui représente votre personnalité. Pas ce que vous pensez être à la mode, pas ce que vous croyez que je veux voir, mais quelque chose qui parle vraiment de vous.
Un murmure excité parcourut le groupe. Jean-Pierre continua. « Vous avez jusqu'au déjeuner. Ensuite, chacun présentera son travail et expliquera sa démarche. » Mathilde sortit son carnet et ses crayons, réfléchissant intensément à ce qu'elle pourrait dessiner. Autour d'elle, les autres participants se mirent immédiatement au travail, leurs crayons volant sur le papier avec assurance. Même Leïla semblait avoir une idée précise de ce qu'elle voulait créer. Se sentant soudain paralysée par la pression, Mathilde ferma les yeux et essaya de se concentrer. Qui était-elle vraiment? Qu'est-ce qui la définissait au-delà? Des circonstances de sa vie? Une image commença à se former dans son esprit, pas un vêtement de luxe comme la robe bleue, mais quelque chose de plus personnel, plus authentique. Elle rouvrit les yeux et commença à dessiner, d'abord hésitante, puis avec une assurance croissante. Élisabeth, qui circulait parmi les tables, s'arrêta derrière Mathilde et observa son travail en silence. La fillette dessinait une veste, simple mais ingénieuse, avec des poches multiples cachées dans la doublure, des détails subtils qui permettèrent de transformer le vêtement selon les besoins. Les manches pouvaient se détacher, le col se transformait en capuche, la ceinture en sac. « C'est fascinant, » commenta Élisabeth. « Tu peux m'expliquer ton concept ?» Mathilde hésita puis décida d'être honnête. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on doit faire durer les choses, les rendre polyvalentes. Cette veste peut s'adapter à toutes les saisons, à différentes occasions. Elle est pratique, mais j'ai ajouté ces broderies sur les poignets et le col pour qu'elle soit aussi belle. Élisabeth hocha la tête, touchée par la maturité de cette réflexion. La beauté dans la fonctionnalité, c'est un concept très moderne, tu sais. De l'autre côté de la salle, Jean-Pierre observait l'échange entre sa fille et Mathilde. Il remarqua également le garçon aux cheveux parfaitement coiffés. Alexandre Beaufort, fils d'un important industriel du textile, qui lançait des regards moqueurs dans leur direction. À l'heure du déjeuner, chaque participant présenta son travail. Les créations étaient variées, certaines impressionnantes techniquement mais sans âme, d'autres plus maladroites mais débordantes de personnalité. Mathilde attendit son tour avec appréhension, serrant son carnet contre sa poitrine. Qu'en fait? Vint son moment. Elle se leva, les jambes tremblantes, et expliqua son concept de veste multifonctionnelle. Elle parla de l'importance de la durabilité, de l'adaptabilité, mais aussi de ne jamais sacrifier la beauté, même quand les ressources sont limitées. Un silence suivit sa présentation. Puis Jean-Pierre applaudit, bientôt imité par Élisabeth, Leïla et plusieurs autres participants. Seul un petit groupe mené par Alexandre resta délibérément silencieux, échangeant des regards entendus. « Bravo, Mathilde !» dit Jean-Pierre. « Tu as parfaitement compris l'essence de cet exercice. La mode n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de résolution de problèmes, d'adaptation aux besoins réels des gens. » Le déjeuner fut servi dans une salle adjacente, un buffet élégant préparé par un traiteur. Mathilde, intimidée par la variété de plats sophistiqués, se servit modestement. Elle cherchait une place où s'asseoir quand Leïla lui fit signe de la rejoindre à une table où elle s'était installée avec deux autres participants. « Mathilde, je te présente Simon et Clara, » dit Leïla. « Ils ont adoré ton concept de veste. » Les deux adolescents la saluèrent chaleureusement, et Mathilde se détendit progressivement, participant à leur conversation animée sur les tendances de la mode durable. Elle réalisa avec surprise qu'elle avait des choses pertinentes à dire, des perspectives que ces jeunes issus de milieux privilégiés n'avaient jamais envisagées. De l'autre côté de la salle, Alexandre et son groupe observaient la scène avec dédain. « Je ne comprends pas pourquoi Laurent a invité une gamine des quartiers, » dit-il assez fort pour être entendu. « Ce n'est pas une œuvre de charité ici. » Élisabeth, qui passait à proximité, s'arrêta net. « Un problème, Alexandre ?» Le garçon eut la décence de paraître gêné. « Non, non, aucun problème. »« Tant mieux, » répondit Élisabeth avec un sourire glacial. « Parce que mon père n'invite que les personnes qu'il estime talentueuses, quelle que soit leur origine. Et si j'étais toi, je m'inquiéterais moins de l'âge ou du milieu social de Mathilde et davantage de la créativité assez limitée dont tu as fait preuve ce matin. » Alexandre rougit violemment, tandis que ses amis détournèrent le regard, embarrassés. Élisabeth s'éloigna, satisfaite d'avoir remis le jeune arrogant à sa place.
L'après-midi fut consacré à un atelier pratique sur les différents types de tissus. Jean-Pierre avait apporté des échantillons variés, du coton le plus simple à la soie la plus luxueuse. Les participants apprenaient à reconnaître les textures, à comprendre les propriétés de chaque matière, à anticiper comment elles se comporteraient une fois transformées en vêtements. Mathilde était dans son élément. Contrairement à certains aspects plus techniques de la mode, la sensibilité au tissu était quelque chose d'instinctif, qui ne s'apprenait pas dans les livres ou les écoles prestigieuses. Ses doigts sensibles identifiaient les textures avec une précision qui impressionnait même Jean-Pierre. « Comment as-tu appris à reconnaître si bien les tissus ?» lui demanda-t-il curieux. Mathilde haussa les épaules. « Je ne sais pas, j'ai toujours aimé toucher les différentes matières. Et puis, quand on achète des vêtements d'occasion, il faut savoir reconnaître ceux qui dureront, ceux qui se laveront bien. » Jean-Pierre hocha la tête, comprenant que la nécessité avait aiguisé les sens de la fillette d'une manière que l'éducation formelle ne pouvait égaler. À la fin de la journée, les parents commencèrent à arriver pour récupérer leurs enfants. Mathilde aperçut sa mère qui attendait devant l'entrée, l'air légèrement anxieux. Elle rangea rapidement ses affaires et se précipita vers elle. « Maman, c'était incroyable !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « J'ai appris tellement de choses. Et j'ai même fait une amie qui s'appelle Leila. Et Monsieur Laurent a dit que mon dessin était excellent. » Et Colette sourit, rassurée de voir sa fille si enthousiaste. « Doucement, Mathilde, tu me raconteras tout ça sur le chemin du retour. » Jean-Pierre s'approcha pour saluer Colette. « Votre fille a été remarquable aujourd'hui. Elle a une sensibilité naturelle pour les tissus et une approche très originale du design. Merci de lui donner cette chance, » répondit Colette, sincèrement reconnaissante. « C'est un plaisir et si vous le permettez, j'aimerais que Mathilde emporte ceci. » Il tendit un sac contenant plusieurs échantillons de tissu et un kit de croquis professionnels pour qu'elle puisse continuer à pratiquer chez vous. Mathilde regarda le contenu du sac avec émerveillement. « Merci, Monsieur Laurent. »« À demain, Mathilde. Repose-toi bien. La journée sera chargée. » Sur le chemin du retour, Mathilde ne cessa de parler, racontant chaque détail de sa journée à sa mère. Colette l'écoutait, émue de voir sa fille si épanouie, si vivante. Peut-être que cette rencontre improbable avec Jean-Pierre Laurent était vraiment le début de quelque chose d'extraordinaire pour Mathilde. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que dans son bureau, Jean-Pierre repensait également à cette journée, étonné par la façon dont cette petite fille des quartiers populaires avait réussi à se faire une place parmi ces adolescents privilégiés. Il avait remarqué l'hostilité d'Alexandre et de son groupe, mais aussi la façon dont Mathilde avait naturellement trouvé des alliés en Leila, Simon et Clara. Et plus surprenante encore, il avait vu sa propre fille, Elisabeth, prendre la défense de Mathilde, elle qui habituellement se tenait à distance de tout ce qui touchait à son monde professionnel. Quelque chose était en train de changer, des connexions inattendues se formaient, et Jean-Pierre sentait que cette semaine d'atelier allait peut-être transformer bien plus de vies qu'il ne l'avait initialement prévu. La semaine d'atelier passa à une vitesse vertigineuse. Chaque jour, Mathilde découvrait un nouvel aspect du monde de la mode, du dessin technique à l'histoire des grands couturiers, en passant par les rudiments du patronage et même quelques bases de couture. Sous la tutelle bienveillante de Jean-Pierre Laurent, elle s'épanouissait, gagnant en assurance et en technique. Son amitié avec Leila s'était renforcée, et même Simon et Clara l'avaient intégrée dans leur petit groupe, impressionnés par sa créativité naturelle et son approche unique. Seul Alexandre et ses fidèles continuaient à la regarder avec dédain, mais leurs remarques mesquines semblaient glisser sur elle sans l'atteindre. Ce vendredi marquait le dernier jour de l'atelier. Jean-Pierre avait prévu un défi final. Chaque participant devait concevoir une tenue complète autour d'un thème imposé, tradition et modernité, et la présenter devant un petit jury composé de professionnels de la mode, dont certains designers de la maison Laurent. Ce n'est pas un concours, avait précisé Jean-Pierre, mais une opportunité de montrer ce que vous avez appris cette semaine, d'obtenir des retours constructifs de professionnels. Mathilde avait travaillé avec acharnement sur son projet. Inspirée par les broderies traditionnelles que sa grand-mère lui avait enseignées, elle avait conçu une veste contemporaine intégrant des motifs anciens revisités,
jouant sur le contraste entre un tissu technique, moderne et des finitions artisanales. Ce matin-là, elle mit un soin particulier à sa tenue. Pour la première fois de la semaine, elle porta la robe bleue que Jean-Pierre lui avait offerte. Elle voulait lui montrer qu'elle chérissait ce cadeau, qu'il n'avait pas été oublié au fond d'un placard. Lorsqu'elle entra dans l'atelier, plusieurs regards se tournèrent vers elle. La transformation était saisissante. La robe mettait en valeur sa silhouette gracile et faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Mathilde !» s'exclama Leila en la voyant. « Tu es magnifique !» Jean-Pierre, qui discutait avec un groupe de professionnels à l'autre bout de la salle, leva les yeux et sourit en reconnaissant la robe. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'approcha d'elle. « Cette robe te va toujours aussi bien, » dit-il doucement. « J'avais raison, elle t'attendait. » Mathilde rougit sous le compliment. « Je voulais la porter aujourd'hui pour vous remercier. Pour tout. »« C'est moi qui te remercie, Mathilde. Tu as apporté quelque chose de spécial à cet atelier. » La journée s'annonçait intense. Les participants avaient jusqu'à 15 heures pour finaliser leur projet avant les présentations. L'atmosphère était électrique, un mélange d'excitation et de stress. Même Alexandre semblait moins arrogant, concentré sur son travail avec une intensité inhabituelle. Vers midi, alors que Mathilde ajoutait les dernières touches à son croquis, un bruit de verre brisé suivi d'un cri retentit à l'entrée et de l'atelier. Tous les regards se tournèrent vers la source du vacarme. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage congestionné par la colère. Grand, massif, vêtu d'un costume coûteux mais mal ajusté, il dégageait une aura d'agressivité qui contrastait violemment avec l'atmosphère habituellement feutrée de la maison Laurent. « Où est-il ? Où est ce manipulateur de Laurent ?» tonna-t-il, son regard balayant la pièce. Jean-Pierre, qui était dans son bureau adjacent, apparut immédiatement. « Philippe, que se passe-t-il » L'homme, Philippe, s'avança vers lui d'un pas menaçant. « Ce qui se passe ? Tu oses me demander ce qui se passe après ce que tu as fait ?» Les participants de l'atelier observèrent la scène, pétrifiés. Elisabeth, qui se trouvait à l'autre bout de la salle, se fraya rapidement un chemin vers son père. « Ce n'est ni le lieu ni le moment pour cette discussion, Philippe, » dit calmement Jean-Pierre. « Il y a des enfants ici. »« Oh, des enfants. Bien sûr, tu te soucies tellement des enfants, » railla Philippe. « Sauf quand il s'agit de détruire leur famille. » Elisabeth s'interposa entre les deux hommes. « Oncle Philippe, s'il te plaît, allons discuter ailleurs. » Mathilde regardait la scène avec stupeur. « Oncle Philippe, cet homme furieux était donc un parent de Jean-Pierre ? Toi, ne t'en mêle pas, » gronda Philippe en écartant Elisabeth d'un geste brusque. « Ton père a ruiné notre entreprise familiale. Tu le sais, ça. Il a vendu ses parts à ce groupe américain sans même me consulter. » Jean-Pierre restait remarquablement calme face à cette tempête de colère. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour sauver la maison Laurent. Si tu avais assisté aux réunions du conseil d'administration, au lieu de passer ton temps sur ton yacht, tu l'aurais compris. »« Menteur » hurla Philippe. « Tu as toujours voulu tout contrôler. Depuis que nous sommes enfants, tu t'es toujours cru meilleur que moi. Le petit génie, le créateur talentueux, pendant que moi j'étais juste bon à gérer l'argent. » Les adolescents assistaient à la scène, bouche bée, tandis que les professionnels invités échangèrent des regards embarrassés. Jean-Pierre sembla soudain prendre conscience du spectacle qu'ils offraient. « Mes excuses à tous, » dit-il en se tournant vers le groupe. « Nous allons régler ce malentendu en privé. Elisabeth, peux-tu superviser l'atelier pendant mon absence ?» Sans attendre de réponse, il prit fermement le bras de Philippe et l'entraîna vers son bureau, fermant la porte derrière eux. Le silence, qui suivit leur départ, était assourdissant. Elisabeth resta un moment immobile, visiblement secouée par l'incident. Puis, reprenant ses esprits, elle frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « Bon, tout le monde se remet au travail. Ce petit drame familial ne doit pas vous distraire de vos projets. » Les participants obéirent, mais un bourdonnement de chuchotements excités parcourait maintenant la salle. La maison Laurent, cette institution réputée pour son élégance et sa discrétion, venait de révéler des failles très humaines dans sa façade parfaite. « Qui était cet homme ?» demanda Mathilde à Leila, qui semblait aussi choquée qu'elle. « Je crois que c'est Philippe Laurent, le frère cadet de Jean-Pierre, » répondit Leila à voix basse. « Ma mère lit les magazines de mode et il y a eu des articles sur les tensions au sein de la famille. Apparemment, Philippe a toujours été jaloux du succès de son frère. » Alexandre, qui travaillait à la table voisine, se pencha vers elles avec un sourire malveillant. «
Mon père siège au conseil d'administration de plusieurs marques de luxe. Il dit que la maison Laurent est au bord de la faillite. Jean-Pierre a dû vendre une partie importante de l'entreprise à un groupe américain pour éviter le naufrage. « C'est vrai ?» demanda Mathilde, alarmée à l'idée que Jean-Pierre puisse être en difficulté. Alexandre haussa les épaules avec une indifférence feinte. Qui sait? Mais ça expliquerait pourquoi il s'intéresse soudain à des talents, disons, moins conventionnels. Il la regarda avec un mépris à peine voilé. Un bon coup de publicité pour montrer son engagement social, sa générosité envers les défavorisés. « Ça suffit, Alexandre », intervint Clara, qui avait entendu la conversation. « Retourne à ton travail et arrête de colporter des rumeurs. » « Le sais. » Garçon s'éloigna avec un sourire suffisant, satisfait d'avoir semé le doute dans l'esprit de Mathilde. Et le doute était bien là. Et si Alexandre avait raison? Et si l'intérêt de Jean-Pierre n'était qu'une stratégie de communication, une façon de redorer son image en période de crise? Cette pensée lui était insupportable. À l'intérieur du bureau, la confrontation entre les frères Laurent atteignait son paroxysme. À travers la porte close, on pouvait entendre des éclats de voix, bien que les mots restent indistincts. Élisabeth faisait de son mieux pour maintenir une atmosphère de travail, mais la tension était palpable. Les minutes s'étiraient, interminables, jusqu'à ce que la porte du bureau s'ouvre enfin. Philippe en sortit le premier, le visage toujours rouge, mais l'expression changée, moins furieuse, plus résignée. Il traversa l'atelier sans un regard, pour les participants, et quitta les lieux. Jean-Pierre apparut à son tour. Malgré son apparence toujours soignée, quelque chose dans son attitude trahissait une fatigue profonde, comme si le poids des années venait soudain de s'abattre sur ses épaules. « Veuillez m'excuser pour cette interruption », dit-il en rejoignant le centre de la salle. « Continuons notre travail. Les présentations auront lieu comme prévu à 15 heures. » Il tenta de reprendre le cours normal de l'atelier, passant de table en table pour offrir conseils et encouragement. Mais Mathilde remarqua que son sourire n'atteignait plus ses yeux, que son attention semblait parfois vaciller. Lorsqu'il arriva à sa table, elle rassembla son courage. « Est-ce que tout va bien, monsieur Laurent ?» Il la regarda, surpris par cette question directe venant d'une enfant. Pendant un bref instant, son masque de professionnalisme sembla se fissurer. « Les affaires de famille sont souvent compliquées, Mathilde, » répondit-il doucement. « Parfois, même avec les meilleures intentions, on blesse ceux qu'on aime. » Elle hocha la tête, comprenant intuitivement qu'il parlait d'une douleur plus profonde que la simple dispute à laquelle ils venèrent d'assister. « Mon projet est presque terminé, » dit-elle, changeant de sujet pour lui permettre de retrouver son équilibre. Jean-Pierre examina son travail avec attention. « C'est excellent, Mathilde. Tu as parfaitement saisi l'essence du thème. Cette fusion entre tradition et modernité est révélatrice. » Révélatrice? De ton propre parcours. Tu te tiens à la croisée de deux mondes, celui d'où tu viens avec ses valeurs, ses traditions, et celui vers lequel tu te diriges, avec ses possibilités nouvelles. Ce vêtement raconte cette histoire. Mathilde n'avait pas consciemment pensé à son design en ces termes, mais elle réalisa que Jean-Pierre avait raison. Ses créations reflétaient sa propre expérience, sa vision unique forgée par les circonstances de sa vie. « Merci », dit-elle simplement. Jean-Pierre lui sourit, un sourire cette fois authentique, puis continua sa tournée des tables. À 15 heures précises, les invités professionnels prirent place pour les présentations. Parmi eux se trouvaient deux designers de la maison Laurent, un critique de mode renommé, et à la surprise générale, Colette Dubois, la mère de Mathilde, qui avait pu se libérer exceptionnellement de son travail pour assister à la présentation de sa fille. Les participants présentèrent leur projet à tour de rôle, recevant des critiques constructives et parfois des compliments enthousiastes. Alexandre impressionna le jury avec une création techniquement impeccable, bien que peu originale. Leila charma l'assistance avec une robe inspirée des traditions nord-africaines de sa famille, réinterprétée dans un style contemporain. Quand vint le tour de Mathilde, elle sentit son cœur battre à tout rompre, se tenir devant ses professionnels, expliquer son travail, défendre ses choix créatifs. C'était intimidant, surtout pour une enfant de 10 ans.
Mais dès qu'elle commença à parler de sa veste, de l'histoire derrière les broderies traditionnelles qu'elle avait intégrées, de sa vision d'un vêtement qui honore le passé tout en embrassant l'avenir, sa nervosité s'évanouit. Elle parlait avec passion, avec conviction, et la salle entière l'écoutait. « Ce que j'ai voulu créer, conclut-elle, c'est un vêtement qui raconte une histoire, l'histoire de ceux qui nous ont précédés et dont les mains habiles ont transmis un savoir précieux, mais aussi notre propre histoire, celle que nous écrivons aujourd'hui avec des outils nouveaux. » Un silence suivit sa présentation, puis les applaudissements éclatèrent, sincères, chaleureux. Même Alexandre semblait impressionné malgré lui. « Remarquable », commenta le critique de mode. « Une maturité de vision étonnante pour quelqu'un de si jeune. » Jean-Pierre regardait Mathilde avec une fierté non dissimulée. Colette, assise au fond de la salle, essuyait discrètement une larme. Sa petite fille, habituellement si timide, venait de captiver un auditoire de professionnels exigeants, avec une aisance qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Après les présentations, un cocktail était organisé pour permettre aux participants d'échanger avec les professionnels dans une ambiance plus détendue. Mathilde fut rapidement entourée de personnes désireuses de la féliciter et d'en savoir plus sur son travail. « Tu as un don, ma chérie », lui dit sa mère en l'enlaçant. « Je suis tellement fière de toi. »« Merci d'être venue, maman », répondit Mathilde, émue par la présence de Colette à cet événement important. Jean-Pierre s'approcha d'elle, accompagné d'Elisabeth et d'un homme élégant que Mathilde n'avait jamais vu. « Mathilde, Madame Dubois, permettez-moi de vous présenter Marcus Reynolds, directeur de la Fondation Arts and Talents, » dit Jean-Pierre. « Marcus, voici la jeune prodige dont je t'ai parlé. » L'homme serra la main de Mathilde avec un sourire chaleureux. « Enchanté de te rencontrer, Mathilde. Ta présentation était fascinante. » Marcus dirige une fondation qui offre des bourses aux jeunes talents créatifs, expliqua Jean-Pierre. J'ai pensé qu'il serait intéressé par ton travail. Colette regardait l'échange avec une expression partagée entre la fierté et l'inquiétude. Tout allait si vite. Ce monde élégant qui s'ouvrait soudain à sa fille, ces opportunités inespérées qui se présentaient. C'était merveilleux, bien sûr, mais aussi vertigineux. Nous avons un programme spécial pour les talents exceptionnellement précoces, expliquait Marcus. Des cours le week-end, un suivi personnalisé, du matériel professionnel. « Et le coût de ce programme ?» demanda Colette, pragmatique. « C'est entièrement financé par notre fondation, » répondit Marcus. « Nous cherchons le talent là où il se trouve, indépendamment des moyens financiers. » Mathilde écoutait, le souffle coupé par cette possibilité qui s'offrait à elle. Continuer à apprendre, à progresser, à explorer ce talent qu'elle commençait tout juste à reconnaître en elle-même. « Nous pourrions en discuter plus. En détail dans mon bureau, » proposa Jean-Pierre. « Mathilde, pourquoi ne resterais-tu pas avec Elisabeth pendant que nous parlons avec ta mère et Marcus ?» Mathilde acquiesça, bien que légèrement déçue d'être exclue de cette conversation qui la concernait directement. Mais elle comprenait que certaines décisions appartenaient aux adultes. Tandis que les trois adultes s'éloignaient vers le bureau de Jean-Pierre, Elisabeth sourit à Mathilde. « Ne t'inquiète pas, ta mère ne laissera personne décider à ta place. »« Tu crois que je devrais accepter cette bourse ?» demanda Mathilde, cherchant conseil. « Si c'est ce que tu veux, oui. Marcus est un homme intègre, et sa fondation fait un travail remarquable. » Elisabeth hésita, puis ajouta « Tu sais, je t'envie un peu. »« Moi ?» Mathilde était stupéfaite. « Mais tu as tout !» Elisabeth eut un rire légèrement amer. « J'ai eu accès à toutes les opportunités que l'argent peut acheter, c'est vrai. Mais je n'ai jamais eu ta passion, ton talent naturel. J'ai passé des années à rejeter le monde de mon père par principe, sans jamais trouver ma propre voie. Il n'est pas trop tard, » dit Mathilde avec la sagesse simple de l'enfance. « Non, tu as raison. D'ailleurs, cette semaine m'a fait réfléchir. Te voir travailler avec tant d'enthousiasme, voir mon père retrouver cette flamme d'enseignant, ça m'a rappelé pourquoi la mode peut être importante, au-delà du business et du superficiel. » Le riz. Conversation fut interrompue par un bruit de verre brisé, suivi d'une exclamation collective. À quelques mètres de là, Alexandre se tenait, horrifié, devant Mathilde, un verre de jus de fruits renversé, ayant éclaboussé la robe bleue. « Je suis désolé, balbutia-t-il. C'était un accident, je te jure. » Mathilde regarda sa belle robe,
maintenant tachée d'une large marque orange qui s'étendait sur le devant. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas tant pour la robe elle-même, bien qu'elle y tienne énormément, mais pour l'humiliation publique, pour la suspicion que cet accident était peut-être délibéré. « Ce n'est rien », dit-elle d'une voix étranglée, s'efforçant de maintenir sa dignité. « Ça partira au lavage. » Élisabeth, qui avait tout vu, n'était pas dupe. « Alexandre, je te suggère de t'excuser sincèrement et de t'éloigner avant que je ne perde mon calme. » Le garçon marmonna des excuses et s'éclipsa rapidement. Élisabeth prit Mathilde par les épaules. « Viens avec moi, nous allons arranger ça. » Elle l'emmena dans une petite salle adjacente qui servait de vestiaire. D'un placard, elle sortit une trousse d'urgence pour tâches. La première règle dans le monde de la mode, toujours avoir de quoi sauver un vêtement en cas d'accident, expliqua-t-elle en commençant à tamponner délicatement la tache avec un produit spécial. Mathilde regardait ses gestes précis avec admiration. « Tu crois que ça va partir? Cette robe est en soie de qualité supérieure. Si nous agissons vite, il ne restera aucune trace. » Élisabeth travaillait avec une concentration intense. « Tu sais, je pense qu'Alexandre était jaloux de ton succès aujourd'hui. Sa présentation était techniquement parfaite, mais sans âme. La tienne était vibrante, personnelle. » Vraiment ? Mathilde avait du mal à croire qu'un garçon issu d'une famille fortunée, avec tous les avantages que cela impliquait, puisse être jaloux d'elle. Absolument. Le talent véritable ne s'achète pas, Mathilde. C'est un don qui se cultive. Par le travail et la passion. Élisabeth sourit en voyant la tache s'estomper progressivement. Voilà, c'est déjà mieux. Il faudra la faire nettoyer professionnellement, mais au moins ce n'est plus si visible. Mathilde toucha le tissu encore, humide, soulagée de voir que sa précieuse robe n'était pas ruinée. « Merci, Élisabeth, pour tout. De rien, les filles comme nous doivent se serrer les coudes. »« Les filles comme nous » répéta Mathilde, intriguée par cette formulation. Les outsiders, celles qui ne rentrent pas dans les cases préétablies. Élisabeth repoussa une mèche de cheveux bleus derrière son oreille. « Toi parce que tu viens d'un milieu modeste, dans un monde élitiste. Moi parce que je rejette le chemin tout tracé que mon nom m'impose. » Mathilde n'avait jamais pensé qu'elle pourrait avoir quoi que ce soit en commun avec cette jeune femme sophistiquée, fille d'un célèbre couturier. Pourtant, en cet instant, elle sentait une connexion réelle, un respect mutuel qui transcendait leurs différences d'âge et de milieu social. Elles retournèrent dans la salle principale juste au moment où Jean-Pierre, Colette et Marcus sortirent du bureau. La mère de Mathilde avait une expression indéchiffrable, ni enthousiaste ni contrariée, plutôt pensive. « Tout va bien ?» demanda Jean-Pierre en remarquant la robe encore humide de Mathilde. « Un petit accident, mais nous avons géré la situation, » répondit Élisabeth avec un clin d'œil complice à la fillette. Colette s'approcha de sa fille. « Il est temps de rentrer, ma chérie. Ton père nous attend. »« Alors ?» demanda Mathilde, impatiente de connaître l'issue de la discussion. « Nous en parlerons à la maison, » répondit Colette, lui caressant doucement la joue. « Mais disons que de nouvelles portes pourraient s'ouvrir pour toi. » Jean-Pierre s'avança pour leur dire au revoir. « Mathilde, tu as été exceptionnelle cette semaine. Quoi qu'il arrive ensuite, n'oublie jamais que ton talent est réel et précieux. »« Merci pour tout, monsieur Laurent, » dit Mathilde, soudain émue à l'idée que cette semaine magique touchait à sa fin. « Ce n'est pas un adieu, » sourit-il, « plutôt le début d'une nouvelle aventure. » Alors qu'elle quittait la maison Laurent, Mathilde jeta un dernier regard en arrière. Jean-Pierre et Élisabeth se tenaient côte à côte, lui faisant signe de la main. Père et fille, si différents et pourtant réunis, semblaient avoir trouvé une nouvelle complicité à travers cette semaine d'atelier. Dans le métro qui les ramenait vers Belleville, Colette serra la main de sa fille. « Je suis fière de toi. »« Mathilde, tellement fière. »« Alors, la bourse de la Fondation ?» demanda Mathilde, ne pouvant contenir sa curiosité plus longtemps. Colette sourit. « Nous avons beaucoup à discuter avec ton père, mais je pense que tu as mérité cette chance. » Le cœur de Mathilde s'emplit d'une joie indicible. Son rêve, né d'une simple pièce de 2 € et du courage d'entrer dans une boutique intimidante, était en train de prendre forme, de devenir réalité. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que pendant qu'elle rentrait chez elle, pleine d'espoir et d'excitation, une crise bien plus grave se préparait pour Jean-Pierre Laurent. La visite fracassante de son frère n'était que la partie visible d'un iceberg de problèmes
qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il avait construit au cours de sa vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis la fin de l'atelier à la Maison Laurent. L'hiver parisien avait recouvert la ville d'un manteau de froid et de grisaille, mais dans le petit appartement des Dubois à Belleville, une chaleur nouvelle s'était installée. Mathilde était assise à la table de la cuisine, penchée sur un croquis complexe. Grâce à la bourse de la Fondation Arts and Talents, elle disposait maintenant de matériel professionnel, crayons de qualité, papier spécial, échantillons de tissu. 2 fois par semaine, elle se rendait aux ateliers organisés par la Fondation où elle apprenait auprès de designers confirmés. « Tu ne devrais pas te préparer ?» demanda Colette en entrant dans la cuisine, les bras chargés de courses. « Nous devons partir dans 1 heure. » Mathilde leva les yeux de son dessin. « Je suis presque prête, maman. Je voulais juste finir ce détail. » Colette sourit en déposant ses sacs sur le comptoir. Sa fille avait changé ces derniers mois, plus confiante, plus épanouie mais aussi plus déterminée. La petite fille timide qui se cachait derrière ses cheveux avait fait place à une jeune personne qui savait ce qu'elle voulait et travaillait dur pour l'obtenir. « Ton père est déjà prêt, » dit Colette. « Il est tellement nerveux qu'il a changé. De chemise 3 fois. » Mathilde rit, imaginant son père, toujours si décontracté d'habitude, s'inquiétant de son apparence. « C'est juste un dîner et pas une audience royale. »« Un dîner chez Jean-Pierre Laurent, ce n'est pas rien, » répondit Colette, surtout après tout ce qui s'est passé. Le visage de Mathilde s'assombrit légèrement. Les événements auxquels sa mère faisait référence avaient fait la une des journaux économiques et des magazines de mode pendant des semaines. La Maison Laurent avait traversé une crise majeure, culminant avec une tentative de prise de contrôle hostile, orchestrée en partie par Philippe, le frère de Jean-Pierre. Mathilde n'avait pas tout compris aux détails financiers et juridiques de l'affaire, mais elle savait que Jean-Pierre avait failli perdre son entreprise. Pendant près de 2 mois, il avait disparu de la circulation, annulant même sa participation aux ateliers de la Fondation où il intervenait habituellement. Puis, un matin, Colette avait reçu un appel d'Elisabeth Laurent. Jean-Pierre était de retour. La crise était résolue et il souhaitait inviter la famille Dubois à dîner chez lui dans son appartement personnel près du parc Monceau. « Tu crois qu'il va bien ?» demanda Mathilde, qui s'était inquiétée pour son mentor pendant ces mois de silence. « Nous le saurons ce soir, » répondit Colette. « Maintenant, va te préparer. Je veux que nous soyons tous impeccables. » 1 heure plus tard, la famille Dubois au complet. Pierre dans son fauteuil roulant, Colette dans une robe simple mais élégante achetée pour l'occasion, et Mathilde portant sa précieuse robe bleue, se trouvaient dans un taxi qui les conduisait vers l'ouest parisien. « C'est étrange, » dit Pierre en regardant par la fenêtre les quartiers élégants qu'il traversait. « Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé que nous serions invités à dîner chez un grand couturier. Tout ça grâce à notre fille, » sourit Colette, serrant la main de Mathilde. Le taxi s'arrêta devant un immeuble haussmannien majestueux. Un portier en uniforme leur ouvrit la porte et les aida à installer le fauteuil roulant de Pierre sur le trottoir. Colette semblait légèrement intimidée par ce déploiement de luxe discret, mais Mathilde avançait avec assurance, habituée maintenant à ces environnements élégants grâce à ses cours à la Fondation. Dans le hall de l'immeuble, Elisabeth les attendait. Ses cheveux, autrefois bleus électriques, arboraient maintenant une teinte prune plus subtile, mais toujours audacieuse. Elle portait une tenue simple mais indéniablement chic, un pantalon noir bien coupé et un haut en soie crème. « Bonsoir, je suis si heureuse de vous voir », dit-elle en les accueillant chaleureusement. Elle se présenta à Pierre, qu'elle rencontrait pour la première fois, puis les guida vers l'ascenseur. « Mon père vous attend avec impatience. Il parle de ce dîner depuis des jours. » L'appartement de Jean-Pierre Laurent occupait tout le dernier étage de l'immeuble. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils découvrirent un espace aussi élégant qu'inattendu. Loin du luxe ostentatoire auquel ils auraient pu s'attendre, l'intérieur était chaleureux, presque cosy, avec des meubles confortables, des étagères croulant sous les livres et des œuvres d'art contemporain aux murs. Jean-Pierre vint à leur rencontre, vêtu simplement d'un pantalon de velours côtelé et d'un pull en cachemire. Il avait l'air plus détendu que Mathilde ne l'avait jamais vu, bien que quelques nouvelles rides se soient creusées au coin de ses yeux. « Bienvenue chez moi », dit-il en serrant la main de Pierre, puis celle de Colette. Lorsqu'il se tourna vers Mathilde, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « La robe te va toujours aussi bien. »
Merci de nous recevoir, monsieur Laurent, dit Colette. Votre appartement est magnifique. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et merci, mais le mérite en revient entièrement à Elisabeth. Elle a tout redécoré il y a 2 ans, quand elle a brièvement envisagé une carrière dans la décoration d'intérieur. Avant de décider que ce n'était pas pour moi, ajouta Elisabeth avec un sourire en coin. Une de mes nombreuses tentatives pour trouver ma voie. Jean-Pierre les conduisit dans un salon spacieux où un apéritif était servi. Pierre manœuvra son fauteuil avec aisance, visiblement soulagé de constater que l'espace était accessible. « J'ai fait quelques aménagements », expliqua Jean-Pierre, remarquant son regard. « Elisabeth m'a suggéré que ce serait plus confortable pour vous. » Pierre parut touché par cette attention. Dans leur vie quotidienne, les obstacles étaient nombreux. Marches d'escalier, portes étroites, espaces confinés, et rares étaient ceux qui prenaient la peine d'adapter leur environnement pour le recevoir. La conversation s'engagea, naturellement, sans la gêne qu'aurait pu susciter la différence de leurs milieux sociaux. Jean-Pierre avait un don pour mettre les gens à l'aise, parlant aussi simplement à Pierre de menuiserie que de haute couture, écoutant avec un intérêt sincère les anecdotes de Colette sur son travail d'aide-soignante, un poste qu'elle avait récemment obtenu après avoir suivi une formation, abandonnant ses multiples emplois précaires. Pendant le dîner, servi par une cuisinière qui semblait faire partie de la famille tant elle était à l'aise avec Jean-Pierre et Elisabeth, la conversation devint plus personnelle. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai invité ce soir », dit finalement Jean-Pierre. « Pour célébrer votre victoire dans la bataille pour votre entreprise », suggéra Pierre. « Nous avons suivi l'affaire dans les journaux. » Jean-Pierre eut un sourire légèrement amer. Ce n'était pas vraiment une victoire, plutôt un compromis douloureux. J'ai dû céder une partie du contrôle créatif à nos nouveaux investisseurs américains. Philippe a obtenu un siège au conseil d'administration. Mais la Maison Laurent survit, c'est l'essentiel. Comment avez-vous réussi à renverser la situation ? Demanda Colette. Les derniers articles laissaient entendre que tout était perdu. Jean-Pierre échangea un regard complice avec sa fille. C'est en grande partie grâce à Elisabeth. Elle a découvert que Philippe avait dissimulé des informations cruciales au conseil pour me discréditer. Elle a présenté les preuves lors d'une réunion d'urgence. Sans son intervention. « Papa exagère », interrompit Elisabeth, visiblement, gênée par ses éloges. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait. Notre famille a ses problèmes. Mais la Maison Laurent est l'œuvre de toute la vie de mon père. Je ne pouvais pas laisser Philippe la détruire par jalousie. » Mathilde observait cet échange avec fascination. La relation entre Jean-Pierre et sa fille avait manifestement évolué depuis l'atelier. Une nouvelle complicité s'était tissée entre eux, un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. « Mais ce n'est pas pour parler de ces péripéties que je vous ai invité, » reprit Jean-Pierre. Il se tourna vers Mathilde. « J'ai une proposition à te faire, Mathilde. Une proposition qui concerne aussi ta famille. » La fillette sentit son cœur s'accélérer. « Quelle proposition ?» Ces derniers mois m'ont fait réfléchir à ce qui compte vraiment. La Maison Laurent est importante, bien sûr, mais ce n'est qu'une entreprise. Ce qui donne un sens à tout ça, c'est la transmission, la découverte de nouveaux talents, le partage de connaissances. Il fit une pause, cherchant ses mots. J'ai décidé de créer une nouvelle branche au sein de la Maison Laurent, une école pour jeunes créateurs issus de milieux défavorisés. Une école où le talent et la passion priment sur les moyens financiers ou les connexions sociales. Colette et Pierre échangèrent un regard surpris. Ce projet semblait ambitieux, généreux et inattendu de la part d'un homme d'affaires qui venait de traverser une crise majeure. « C'est une idée merveilleuse, » dit Colette. « Mais quel rapport avec Mathilde ?» Jean-Pierre sourit. « J'aimerais qu'elle soit notre première élève officielle, non pas comme simple participante à un atelier ponctuel, mais comme étudiante régulière, avec un programme personnalisé adapté à son âge et à son niveau. » Mathilde sentit l'excitation monter en elle. Étudier régulièrement à la Maison Laurent, c'était au-delà de ses rêves les plus fous. « Ce serait après l'école », demanda Pierre, pragmatique. « Les week-ends. »« C'est là que ma proposition devient plus complexe, » admit Jean-Pierre. « L'école sera située dans un bâtiment proche d'ici, dans le 8e arrondissement. Pour que Mathilde puisse y participer pleinement sans passer des heures dans les transports, j'ai pensé à une solution qui pourrait bénéficier à toute votre famille. » Il prit une enveloppe posée sur un buffet et l'attendit à Colette.
J'ai acquis récemment un immeuble dans le cadre d'un projet immobilier. Il comporte plusieurs appartements, dont celui-ci. Colette ouvrit l'enveloppe et en sortit des photos d'un appartement lumineux, bien plus spacieux que leur logement actuel à Belleville. Il se situe à 15 minutes à pied de la future école, poursuivit Jean-Pierre. Et il est entièrement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Pas de marche, porte large, salle de bain équipée. Pierre regardait les photos avec incrédulité. « Vous nous proposez de déménager ?»« Je vous propose un échange de services, » corrigea Jean-Pierre. « Cet appartement est associé à un poste de gardien d'immeuble. Des responsabilités légères. Réceptionner les colis, s'assurer que les parties communes sont bien entretenues. Servir d'intermédiaire avec les prestataires de services. En échange, le loyer est significativement réduit. » Il se tourna vers Pierre. « J'ai pensé que ce poste pourrait vous convenir. Il ne demande pas d'efforts physiques importants et vous permettrait de reprendre une activité professionnelle. » Un silence s'installa autour de la table. Pierre fixait les photos, une émotion indéchiffrable sur le visage. Depuis son accident, il s'était résigné à une forme de dépendance économique qui pesait lourdement sur sa fierté. L'idée de retrouver un emploi, même modeste, de contribuer à nouveau au budget familial, semblait presque trop belle pour être vraie. « Pourquoi ?» demanda-t-il finalement, levant les yeux vers Jean-Pierre. « Pourquoi faire tout ça pour nous? Pour Mathilde, je comprends. Vous voyez son talent. Mais nous ?» Jean-Pierre prit le temps de formuler sa réponse. « Quand j'avais 10 ans, ma famille vivait dans un 2 pièces insalubre à Montreuil. Mon père travaillait à l'usine. Ma mère faisait des ménages. J'étais ce gamin qui dessinait des vêtements fantastiques, dans des carnets récupérés dans les poubelles de l'école. » Il fit une pause, son regard se perdant dans des souvenirs lointains. Un jour, un designer en visite dans mon école a remarqué mes dessins. Il a parlé à mes parents, leur a dit que j'avais un don qu'il fallait cultiver. Mais nous n'avions pas les moyens, pas les connexions, et surtout, mes parents n'avaient pas la vision nécessaire pour comprendre ce que cette opportunité représentait. « Qu'est-il » ? « C'est arrivé » demanda Mathilde, captivée par ce récit. « Rien. L'homme est reparti, mes dessins sont restés dans mes carnets et j'ai continué ma scolarité normale. Il m'a fallu des années de lutte, de petits boulots, d'économies acharnées pour finalement accéder à une formation en design. Des années perdues, parce que personne n'a vraiment tendu la main quand il le fallait. » Il regarda Pierre et Colette avec intensité. « Vous êtes différents. Vous avez reconnu le talent de votre fille. Vous l'avez encouragée malgré vos difficultés. Vous lui avez permis d'oser, de rêver. Ce que je propose n'est pas de la charité, c'est un investissement. Dans un talent exceptionnel et une reconnaissance de votre rôle essentiel dans son développement. » Colette avait les larmes aux yeux. « C'est très généreux, mais c'est aussi énorme comme changement. Notre vie est à Belleville. »« Je comprends, » dit Jean-Pierre. « Prenez le temps d'y réfléchir. Visitez l'appartement, discutez-en en famille. Ma proposition reste valable, quelle que soit votre décision. » Elisabeth, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit la parole. « Si je peux me permettre, ce projet d'école est aussi un nouveau départ pour moi. J'ai décidé de m'y impliquer, non pas comme designer, ce n'est pas mon domaine, mais comme coordinatrice. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à aider des jeunes talents à s'épanouir. » Elle sourit à Mathilde. « Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que tu vas créer dans les années à venir. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère plus légère. Ils parlèrent de projets, de possibilités, comme si des portes s'ouvraient soudain dans toutes les directions. Quand vint l'heure de partir, Jean-Pierre leur remit une clé. « Pour visiter l'appartement quand vous voudrez, » expliqua-t-il. Sans pression, sans obligation. Dans le taxi qui les ramenait à Belleville, la famille Dubois resta silencieuse, chacun absorbé dans ses pensées. Ce n'est qu'en arrivant devant leur immeuble que Pierre prit la parole. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il simplement. Colette soupira. « C'est une opportunité incroyable pour Mathilde, et pour toi aussi, Pierre. Mais c'est un grand changement. Nos amis sont ici, nos habitudes. » « Des habitudes de survie, dit doucement Pierre. Des habitudes nées de la nécessité, pas du choix. » Il se tourna vers sa fille. « Et toi, Mathilde, c'est ton avenir qui est en jeu. Qu'est-ce que tu veux ?» Mathilde regarda par la fenêtre du taxi les façades familières de son quartier. Elle aimait Belleville, ses rues animées, sa diversité, son énergie brute, mais elle savait aussi que son rêve l'appelait ailleurs.
Je veux apprendre, dit-elle simplement. Je veux créer des vêtements qui racontent des histoires, qui font se sentir les gens beaux et spéciaux, comme la robe bleue m'a fait sentir. Pierre sourit, échangeant un regard avec Colette. Alors je crois que nous avons notre réponse. Une semaine plus tard, après avoir visité l'appartement et discuté longuement des implications de ce changement, la famille Dubois accepta la proposition de Jean-Pierre. Le déménagement fut fixé au mois suivant, après les fêtes de fin d'année. La veille de Noël, Mathilde mit la dernière touche à un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur se trouvait un gilet qu'elle avait conçu et cousu elle-même, avec l'aide de sa grand-mère. Un gilet pour homme, élégant mais confortable, avec des détails subtils inspirés des créations de Jean-Pierre, mais portant indéniablement la marque de son propre style émergent. « Tu crois qu'il va l'aimer » demanda-t-elle à son père qui l'observait depuis le seuil de la cuisine. « Il va l'adorer » affirma Pierre. « C'est ton premier vêtement terminé, et tu l'as fait pour lui. C'est un cadeau précieux. » Mathilde caressa le papier d'emballage, repensant au chemin parcouru depuis ce jour d'automne où elle avait osé entrer dans la boutique de luxe avec sa pièce de 2 €. Comment un si petit acte de courage avait-il pu transformer si profondément sa vie ? « Papa, dit-elle soudain, tu te souviens de ce que tu me disais toujours ? Que quand on veut vraiment quelque chose, il faut oser, même si cela semble impossible, compléta Pierre avec un sourire. Je m'en souviens, et tu as prouvé que j'avais raison. Il s'approcha et prit sa fille dans ses bras. Je suis si fier de toi, Mathilde, pas seulement pour ton talent, mais pour ton courage, ta détermination. Mathilde se blottit contre lui, savourant ce moment de complicité. Au dehors, la neige commençait à tomber sur Paris, recouvrant la ville d'un manteau blanc qui effaçait temporairement les frontières entre les quartiers riches et les quartiers populaires, entre les différents mondes qui coexistaient dans cette métropole aux 1000 visages. Dans quelques jours, il quitterait Belleville pour commencer une nouvelle vie. Mathilde intégrerait l'école de la Maison Laurent. Pierre retrouverait un emploi et une dignité professionnelle. Colette poursuivrait sa formation d'aide-soignante dans un environnement plus favorable. Et quelque part dans son nouveau logement, soigneusement rangé dans une boîte avec ses trésors les plus précieux, une petite pièce de 2 € brillerait toujours, témoin silencieux du jour où une enfant avait osé franchir la porte d'un monde qui n'était pas le sien, armé, seulement de son courage et d'un rêve. Car parfois les plus grands voyages commencent par les pas les plus modestes. Et parfois la valeur des choses ne se mesure pas à leur prix, mais à la fois à l'espoir et à l'amour qu'elles portent en elles. Dans le ciel de Paris, les étoiles commençaient à scintiller à travers les flocons de neige, comme autant de promesses d'avenir pour tous ceux qui, comme Mathilde, osent croire que les rêves peuvent devenir réalité.